On vous accueille les bras ouverts et on est là pour vous. Parce qu'on est comme vous. On veut que le Maroc bouge et on vit dans un pays où respirer, où consommer, ce ne se fait pas au détriment de la planète. Merci. Alors Colibri Maroc n'est pas que de Casablanca, même s'il y a beaucoup, puisque ça a commencé ici. Mais je sais qu'il y a aussi des colibris de Meknès qui nous rejoignent. Et d'ailleurs, le chant des colibris fera une escale à Meknès les 10 et 11 octobre, donc dans la semaine suivante. Et nous avons évidemment plein de colibris de Rabat. Peut-être juste un mot sur le programme qui nous attend pour ce week-end. Donc on va tout de suite commencer avec la conférence en quête de sens. Ensuite, à 12h30, nous irons ouvrir le village des initiatives où on va retrouver justement tous ces colibris actifs. Ensuite, il y aura toute l'après-midi des conférences, des animations dans le village, j'y reviendrai. Et ce soir, bien entendu, le rendez-vous avec le concert à 20h30. On y retrouvera Pierce Faccini, Malik Ziad, Blik Bassi, Sandra Nkake, Oriane Lacaille, Walid Ben Slim, le groupe Kalimba, Awali, Gaël Faure et Simone Pratico. Vous verrez, il y a une superbe énergie, vraiment. N'hésitez pas à faire passer le message, ça va être absolument sublime. Et puis demain, on continuera avec le village, des animations, beaucoup d'animations pour les enfants. Donc n'hésitez pas aussi à venir en famille. Et puis à nouveau des conférences. Quelques repères dans ces conférences. On parlera pendant ce week-end enseignement, éducation, notamment avec une table ronde dès cet après-midi sur le français au sens propre au Maroc, mais aussi des discussions sur le lien entre éducation et environnement, cet après-midi à 16h30, et puis demain une rencontre autour de pas d'éducation sans écologie. On parlera pratique, c'est-à-dire comment faire ces petits gestes pour faire sa part, avec des rencontres sur la consommation électrique, sur les labels, sur notre santé et la nourriture. On parlera métier avec une conférence de Campus France autour des métiers de l'environnement. Et on parlera bien sûr aventure humaine, et je les salue, puisque nous aurons le plaisir de vous projeter demain à 11h. Maman, c'est encore loin le désert, le documentaire d'Aurélia Tazi. Merci Aurélia d'être là avec tes filles. Plus plein de surprises, plein d'animations. Voilà, vous découvrirez tout ça dans le village. Sur le village, si vous avez pu repérer, il y a une petite place au centre. Et on a mis en place cette année, et je remercie Nadia, une appli qui vous permettra d'avoir tout le programme directement sur vos smartphones. On n'arrête pas le progrès. Juste pour conclure, avant de laisser la parole à nos intervenants, j'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué à organiser ces 2 journées ici, et puis remercier aussi nos amis de Meknès qui prendront le relais dans la semaine. Vous remercier très sincèrement, et j'aimerais faire une dédicace spéciale non seulement à Zamora Productions qui nous accompagne sur cet événement, et à toute l'équipe de l'Institut. Et quand je dis toute l'équipe de l'Institut français, c'est vraiment de tous ceux qui participent, qu'ils soient bénévoles ou permanents. Depuis 1 an, j'ai trouvé, et je pense que c'est important de vous le dire, j'ai trouvé plus que du répondant auprès de cette équipe. J'avais envie de mettre l'Institut français au service d'une cause citoyenne. Je crois que c'est un peu plus, ça m'a même un peu débordé. C'est plus que ça. Ils m'amènent tous ensemble une leçon de vie, une leçon de transition. Chacun fait sa part à sa mesure. Et on a fait de l'Institut français peut-être quelque chose d'autre, peut-être un institut de l'humanité, un institut pour le monde, pour la planète. Et je suis extrêmement fier de ça. Merci à vous, chers collaborateurs de tous les jours. C'est un vrai plaisir de vous avoir à mes côtés. Ça me porte tout le temps. Les petites histoires comme ça, c'est important. Pourquoi? Parce que souvent on nous dit que pour agir pour l'environnement, il faut d'abord agiter les frayeurs, agiter les peurs. La mer qui monte, la température qui monte, les espèces qui disparaissent, le désert qui avance. J'aimerais vraiment pour finir vous dire cette phrase d'un auteur que j'adore qui s'appelle Jean Giono, et pour qui la principale motivation, la force, ce n'est pas la peur, mais c'est la joie d'être au monde, et qui dit ceci:
Il n'y a pas un millimètre au monde qui ne soit savoureux. Je vous souhaite un excellent week-end. J'invite à nous rejoindre Hanan Arat, qui est donc modératrice de la rencontre et journaliste. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette journée qui s'annonce belle, sous ce magnifique soleil. Je suis extrêmement ravie d'être encore là cette année pour accompagner cet événement. Et je remercie l'Institut français de nous permettre tous ensemble non seulement d'écouter des belles paroles, mais aussi de nous régénérer, parce que je pense qu'on le sera tous et toutes à la fin de cette journée. Alors, dans un instant, on va démarrer la conférence qui porte un titre à la fois ambitieux, mais en même temps tellement nécessaire, en quête de sens. Nos invités seront là dans un instant pour en parler. Mais je vous propose, avant d'entrer dans la discussion, d'ouvrir une petite parenthèse poétique pour introduire cet échange. Et j'invite Marc et Gaël Faure à nous rejoindre pour cette introduction tout en douceur. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux étaient atterrés devant l'ampleur du désastre. Seul un petit colibri s'activait. Il prenait quelques gouttes dans son bec et tentait d'éteindre le feu. Devant cette agitation, exaspéré, le tatou dit au colibri: « Tu crois qu'avec ces petites gouttes d'eau, tu vas éteindre le feu ?» Et le colibri lui répondit: « Je ne sais pas, mais moi, je fais ma part. » Mais ce que ne dit pas la légende, c'est ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler après dans la suite de la conférence. Mais les questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment le colibri a trouvé la force, le courage d'aller prendre cette goutte d'eau et la mettre sur le feu? La question, c'est à quel moment il a senti cet appel et a pris tous ces risques-là, a été inspiré pour aller poser la goutte. Du coup, moi j'ai un peu eu envie d'imaginer la suite, enfin l'avant. Peut-être qu'avant il a rencontré un grand maître Jedi, un singe qui lui aurait dit justement pourquoi le fait de se recentrer sur lui-même allait lui donner la force et le courage de dépasser sa peur et d'aller tenter d'éteindre le feu. Peut-être que finalement le tatou lui-même s'est senti inspiré et qu'après, finalement, après avoir bien réfléchi, il a aidé. Peut-être qu'il y a plein de choses qui sont passées après, on en parlera après, mais en tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup avec cette métaphore, c'est cette portée universelle de dire qu'à un moment, quand on fait les choses, détaché du résultat de ce qu'on entreprend, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, ce sentiment de cohérence, on trouve du sens dans cette cohérence, et c'est un peu tout ça qu'on a envie d'aborder après avec le reste de la conférence. Donc en tout cas, il y a cette fable-là, il y a le avant, il y a le après, et je pense que l'issue, dont on ne parle pas encore après cette légende, on est là aujourd'hui dans les symboles, enfin la forêt brûle à plein de niveaux, que ce soit l'Amazonie, que ce soit même chez nous, Notre-Dame, qui a pris feu, tous les symboles du sacré s'embrasent, le réchauffement climatique est aussi une belle métaphore. Donc comment aujourd'hui on est dans cet incendie et quelle pourrait être l'issue? C'est ça qu'on a envie d'aborder pendant cette conférence. Donc du coup, je pense qu'on peut
aller s'asseoir. Surtout moi, parce que maintenant je vous laisse avec Gaël. Ça va bien. Ce soleil frappe fort dans vos yeux, je le vois, je le sens. Mais bon, hein, je vais vous jouer une petite chanson avant d'attaquer cette belle conférence. Je suis heureux d'être ici pour la seconde fois. Je ne vais pas commencer à parler maintenant, donc je vais chanter. Voilà. Cette chanson s'appelle Siffler. C'est une chanson libératrice, normalement. Si vous avez envie de siffler, vous pouvez le faire. C'est encore tôt ce matin, mais il n'est jamais assez tôt. C'est une route qui se dessine là sous mes pas, sous mes yeux. C'était mon dernier jour à l'usine, et dans la chaleur et le bruit, je n'ai vu que du feu. Je veux marcher, ne plus m'arrêter, qu'importe l'allure où je vais, mais juste marcher, ne plus m'arrêter, qu'à la faveur de la lune. Depuis 1 heure me suit ce chien. Il a l'air si tranquille. Des lumières dansent et vacillent au loin, et j'ignorais alors qu'aussi près de ma ville, je pouvais marcher, ne plus m'arrêter, qu'importe l'allure où je vais, mais juste marcher, ne plus m'arrêter, qu'à la faveur de la lune. Des enfants nagent en file indienne, ils me saluent en souriant. Une à une, les idées reviennent, et doucement je leur siffle de prendre le temps de marcher, pour ne plus s'arrêter, qu'importe l'allure ou le vent, mais juste marcher, ne plus s'arrêter, qu'à la faveur de la lune.
partez pas. Vous non plus, Gaël. Restez avec nous et j'invite Marc de la Ménardière à nous rejoindre à nouveau et Madame Zineb Ben Rahmoun qui sera notre troisième invitée. Moi, je me mets là. Oui. Où tu veux. Voilà, alors je vous le disais tout à l'heure, le thème de cette rencontre, c'est En quête de sens, pour reprendre le titre du documentaire que vous avez réalisé, Marc, en 2015. Alors avant d'entamer la discussion, je vais vous donner la parole pour un rapide tour de table pour vous permettre de vous présenter vous-même en quelques mots. C'est un exercice qui est assez difficile de se présenter et en quelques mots, mais je vous invite d'abord à ce premier tour de table. Marc ? Bonjour à tout le monde. Donc moi je m'appelle Marc de la Ménardière et je ne sais pas s'il faut se définir par ce qu'on fait ou pas, par ce qu'on est, c'est la suite de la conférence, mais en tout cas moi j'ai pu réaliser le film En quête de sens. À l'époque je travaillais un peu dans un autre milieu, je vendais de l'eau, puis à un moment je me suis dit ça n'avait pas de sens, j'ai voyagé et j'ai essayé de trouver du sens et aujourd'hui j'ai un lieu qui est aussi une ferme, un espace justement d'accueil où justement on vient un peu questionner cette notion de sens et essayer de trouver un peu plus d'alignement dans ce qu'on fait au quotidien. Voilà. Zineb. Salam alaikum, bonjour. Eh bien, moi, ça fait peut-être un peu plus de 20 ans. Bon, ça fait 20 ans que je conduis un jardin. En fait, j'ai décidé un jour de mettre en place un espace où il y aurait de l'harmonie entre le monde humain, le monde végétal et le monde animal. Et je me suis lancée dans une aventure. Je ne savais pas où j'allais, mais aujourd'hui, c'est parti d'un rêve, évidemment. Et aujourd'hui, je crois que c'est au-delà du rêve. Et je continue de rêver. Gaël. Eh bien, bonjour, rebonjour à tous. Moi, mon parcours est un petit peu atypique. Également, je viens du sud de la France. Je suis artiste, chanteur depuis maintenant 15 bonnes années. Et puis, un jour, avant d'entamer un énième album, parce que la musique, ça devient un peu l'usine aujourd'hui, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu veux vraiment raconter de toi? Qui est-ce que tu es pour raconter ce que tu es? Et voilà, j'ai essayé justement de réfléchir un petit peu à ma position en tant qu'humain sur cette planète. Et j'essaye au quotidien de mettre en place des choses. Voilà, ça a été aussi le chant des colibris et puis des belles rencontres. Moi, c'est vrai que j'aime ça. Alors, je crois qu'on n'est fait que pour ça. Et donc voilà, d'essayer d'instaurer au quotidien des choses dans lesquelles on peut se sentir soi et faire du bien. Voilà, donc engagé, artiste engagé. Merci. Alors, il y a un mot que vous avez dit tous les trois. Vous avez tous les trois dit un jour. Un jour, tout bascule. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un matin, on décide de se mettre en chemin, qu'un matin, on décide de créer une rupture avec ce qu'on faisait ou ce qu'on était avant, et qui fait qu'on a envie de créer autre chose? Qu'est-ce qui crée ce déclic? Eh bien, alors, moi je pense que le déclic, il vient sur un terreau, d'abord. Moi j'ai des parents qui étaient éducateurs spécialisés, donc j'ai baigné aussi dans un environnement où il y avait des valeurs de solidarité, de sens qui étaient quand même fortes. Puis à un moment, on fait des études, et il faut réussir sa vie. Donc moi, j'ai fait une école de commerce. J'ai un peu oublié certains trucs. J'avais promis à mes parents que je vendrais, si je faisais du commerce, je vendrais pas d'armes, pas d'alcool et pas de tabac. Donc je me suis dit, l'eau, c'est sympa, c'est neutre. Je suis pas... Donc j'ai été faire ça. Et puis à un moment, voilà, je me suis cassé le pied. J'ai regardé plein de documentaires déprimants sur la marchandisation du vivant, sur la privatisation d'un certain nombre de ressources, notamment l'eau. Et là, je me rappelle, c'était le PDG d'une autre entreprise, pas celle pour laquelle je travaillais, je ne donnerai pas de nom, mais il disait il y a deux types d'individus. Il y a les extrémistes qui pensent que l'eau est un bien commun, tout le monde devrait y avoir accès, et les gens pragmatiques comme moi qui pensent que non, c'est un produit comme un autre, et tant pis pour les pauvres, ils avaient qu'à avoir du pouvoir d'achat. Et là, je me suis dit, je ne suis pas du bon côté de l'histoire. Et donc c'est à partir de ce moment-là, je pense que moi j'ai eu ce déclic-là de me dire, oh là là, je ne peux pas continuer à dire aux Américains que l'eau des Alpes est un produit de luxe. Ça coûtait $15 la bouteille d'eau des fois dans certains restaurants. L'Américain, des fois, plus c'est cher, plus il a l'impression qu'il existe et il est content. C'est déjà Montaigne à l'époque qui disait c'est la cherté qui donne du goût à la viande. Donc méfiez-vous des prix, ça n'a des fois rien à voir avec la valeur.
Et donc du coup à partir de ce moment-là, j'ai regardé plein de documentaires justement sur cette sur cette destruction ambiante, et je me suis dit j'ai plus envie de faire ça, mais je ne savais pas quoi faire. Et j'ai l'impression que si on a vu un problème et qu'on en parle à tout le monde, les gens ne sont pas forcément intéressés par les problèmes, mais plus par les solutions. Donc on est parti après au tour du monde, on en parlera peut-être un peu après, mais l'idée c'était d'aller chercher des gens inspirants qui étaient dans une forme de sagesse, et cette sagesse, comment est-ce qu'elle était mise en action à travers des projets concrets. Et donc ça a été vraiment pour moi le déclic, voir la marchandisation du monde, la destruction et l'aliénation qui était en train d'engendrer ce système où on robotise de plus en plus l'humain. On essaye d'humaniser les robots alors qu'il faut déjà commencer peut-être à humaniser l'humain. En tout cas j'en étais plus là, et donc je me suis dit je ne veux pas faire partie de ça. Je sens qu'il y a autre chose, et donc aller chercher cette autre chose. Et ça a été ouvrir une porte, comme un dessin dans un mur, on a ouvert une porte et après on a découvert le chemin du sens qui nourrit tellement plus que ce que je faisais avant, qui n'en avait pas beaucoup. Zineb, Gaël? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Marc par rapport au terreau. C'est sûr que le terreau est important. Je suis issue d'une famille de théologiens, mais théologiens dans le sens où donc j'ai une éducation, on va dire, religieuse à la maison, mais qui était basée c'était la religion pour la spiritualité, pour faire le lien entre les humains, le lien avec la terre, le lien. Et donc, j'ai encore des images, ne serait-ce que quand on cuisinait quelque chose à la maison, et que si jamais les voisins allaient sentir ce qu'on avait cuisiné, et que ça allait leur donner envie, on allait taper chez les voisins pour leur donner une part de ce qu'on avait cuisiné. Juste pour donner un exemple, on parlait du pain tout à l'heure, de marcher, de trouver un morceau de pain par terre, on le prend, on l'embrasse, on le met sur un mur pour que les oiseaux viennent picorer, viennent se nourrir. Ça, en fait, ça fait partie j'ai envie de dire, de notre éducation, parce qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui ont vécu ça. Et donc ça, je pense, c'est le terreau, ce respect, le respect de la terre, le respect aussi de l'humain, de l'autre, etc. Et puis, il y a la formation de botaniste écologiste, aussi forestière, qui m'a encore plus rapprochée de la terre, de la nature. Et puis, il y a eu des électrochocs, évidemment. Le fait de voir qu'il y a de l'incohérence, qu'il n'y a pas de cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ça, je crois que c'est un électrochoc puissant. Électrochoc dans la vie, on va dire vie privée, vie personnelle, au niveau de la santé, des maladies. Donc, il y a des choses qui arrivent qui font qu'il faut donner du sens à sa vie et faire quelque chose de sa vie, quelque chose qui pas seulement d'abord pour soi, mais aussi pour les autres. Et donc, j'ai dit, un jour, je décide à la fois en fait, il y a eu une réconciliation. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, parce que je pense que l'histoire est très longue. Mais la découverte de l'agroécologie, alors que j'étais en France, et la découverte, la lecture d'un livre de Pierre Rabhi, ça a été aussi un déclic. Et ça m'a réconciliée avec l'écologie. Donc, à la fois, je voyais l'agriculture qui détruisait la nature, l'agriculture conventionnelle, et en même temps, je voyais que l'écologie, on enfermait tout dans des parcs, et donc ça me dérangeait parce que l'humain était exclu. Et donc, ce jour est arrivé où j'ai pris la décision de prendre un chemin, et surtout d'acquérir, entre guillemets, parce que la propriété n'existe pas, on est juste locataire, mais d'acquérir un terrain et de le rendre vivant, de mettre en place cette harmonie entre, je répète encore une fois, le monde humain, le monde végétal et le monde animal. Et donc de pratiquer la permaculture sans savoir que je pratiquais la permaculture. Voilà. C'est intéressant, on y reviendra tout à l'heure. Gaël, qu'est-ce qui, alors que vous étiez sur le chemin que vous aviez choisi de l'art et de la musique, vous vous êtes dit, mais qui suis-je et que dois-je raconter ? Oui, c'est ça. C'est vrai que moi, je viens d'une famille qui n'a rien à voir avec la musique. Si ce n'est peut-être la musique de la nature, qui est peut-être une des plus jolies, mais toute mesure gardée, puisque mon père, on est plutôt dans l'agriculture un peu violente, là, à mon époque, chez mes parents. C'est-à-dire qu'il a des vaches laitières, il y a des quotas. Moi, je voyais pas tout ça quand j'étais gamin. Je voyais mon père juste qui était jamais à la maison, qui travaillait dans les champs. Et d'ailleurs, je m'empressais quand j'arrivais de l'école
La seule chose que je voulais faire, c'était le rejoindre. C'était pas faire mes devoirs, c'était aller avec lui, dans ses pattes. Bref. Et j'ai vu quand même, malheureusement, voilà, l'agriculture prendre sur l'homme. J'ai vu le paysan devenir exploitant agricole aussi. Et c'est ça qui... Je l'ai compris beaucoup plus tard, bien sûr, mais il a dû arrêter, mes parents ont dû arrêter en 2003, après une grosse sécheresse en France. Et voilà, là je me suis dit, mais mince, mais pourquoi mon père il arrête de faire ça, quoi? Moi je trouve que c'est beau et c'est super. Moi je voulais pas qu'il vende toutes les bêtes. Et puis je l'ai vu surtout, ce qui m'a fait mal, profondément souffrir quand même, c'est de le voir ne plus être lui-même. On lui a enlevé sa fonction la plus belle, c'est-à-dire d'être là dans la nature tous les jours. Et puis il a dû partir à l'usine, dans une usine de sidérurgie. J'ai vu l'homme changer, en fait. J'ai découvert quelqu'un d'autre que mon père, mais juste un homme qui a eu comme un sentiment d'échec. Ça, c'est difficile à porter. Alors moi, au bout d'un moment, c'est vrai que j'étais déjà à Paris quand j'ai compris ça. Et je me suis dit, mais j'avais l'impression de le trahir, en fait. C'était assez particulier ce moment-là. Je me suis dit, mais tu fais tes chansons, tu vis de ça, c'est formidable, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie de raconter, quoi? Donc j'ai essayé de me rapprocher finalement de ces valeurs-là que mes parents m'ont inculquées, de cette nature. Et puis vraiment, ça me brûle, quoi. C'est un truc que je ne parle que de ça dans mes chansons. À un moment donné, il y a soit l'humain, soit le végétal, soit l'animal, donc du coup l'humain. Et c'est beau de trouver du sens à ce qu'on fait, parce que sinon c'est quand même très long. Et c'est périlleux, cette histoire-là. Donc ça met du temps, c'est parfois pas facile, mais voilà, content de pouvoir essayer de faire quelque chose dans ce monde un peu qui a tendance à s'écrouler, mais qui se relève un peu quand même. Alors, avant de parler des chemins que vous avez eus, des rencontres que vous avez faites, et puis surtout de ce que vous incarnez aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup dans vos propos, c'est cette idée de guérison ou de réparation. Peut-être réparation par rapport au parcours de votre père, Gaël, réparation Zineb et Marc par rapport au décalage que l'on sent à un moment entre des valeurs qu'on porte peut-être qui étaient endormies et qu'à un moment on décide d'aller réveiller. Donc on se met à la recherche du sens, mais j'ai envie de vous demander c'est quoi finalement le sens? Parce qu'on sent cette idée de réparation, mais est-ce qu'il y a autre chose? Quand on se met en route, est-ce qu'on sait véritablement ce qu'on cherche? On sait ce qu'on ne veut pas, mais est-ce qu'on sait ce qu'on cherche? Marc, vas-y. Moi, je trouve que le mot sens, il est très riche en français parce qu'il a trois significations. Il a le mot sens qui veut dire nos sens, ce qui nous donne accès au réel, à la perception. Il y a le mot sens dans le sens signification et il y a le mot sens dans le sens direction. Et en fait, j'ai l'impression, pour moi en tout cas, que ces trois définitions du mot sens, elles se retrouvent, elles se recoupent justement par rapport à la beauté et à l'harmonie. C'est nos sens qui nous donnent accès au beau et à l'harmonie, justement. Du coup, ça peut être pour moi à la fois la direction à prendre, comment est-ce qu'on crée du beau, comment est-ce qu'on crée de l'harmonie, et du coup la signification de la vie, parce qu'on se rend compte que quand on prend soin de créer du beau et de l'harmonie, on trouve aussi du sens, en fait. Donc je pense que pour moi, en tout cas, la définition, elle est là-dedans. Aujourd'hui, je pense moi aussi qu'on cherche du sens, mais j'ai l'impression, avec 10 ans presque que j'avais commencé ce film en quête de sens, que l'idée, c'est de créer le vide, créer l'espace, créer le contexte, non pas pour trouver le sens, mais pour que le sens puisse nous trouver. Et une fois que le sens nous trouve, en fait, on ne se pose même plus la question de est-ce que ça fait du sens, ça fait pas de sens. C'est qu'on est pris dans cette espèce d'énergie, et en fait, la vie nous porte, et là, il y a vraiment des choses qui se passent. Il y a j'aime bien cette idée qu'on peut, quand on est dans cette posture de service et de lâcher prise, on peut plier la réalité. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, et donc on est un peu transporté par-ci par-là. La vie, elle fait sa petite vie avec nous, en fait, et de se poser dans cette posture d'instrument au service de plus de sens, plus de conscience. Pour moi, ça a été ça vraiment le vrai déclic où j'ai lâché, en fait. Et puis à un moment, jusqu'ici, tout va bien. Zineb, le mot sens, il vous évoque quoi? En arabe, c'est pareil. Le hawas, l'ihsas, on retrouve la racine, on retrouve la même racine. Je vais revenir au sens, le hawas, les sens. Les sens, c'est quoi? Tout le monde connaît. Le toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat, etc. Mais on se rend compte que nos sens sont, j'ai envie de dire, anesthésiés. J'ai fait cet exercice avec mes étudiants ingénieurs forestiers, parce que j'ai un cours, je tenais un cours qui s'appelait Environnement et éthique.
Et on sort sur le terrain et je leur dis, bon, maintenant on ne va pas utiliser ni de boussole, ni de GPS, ni de machin, on va juste utiliser notre corps, le gisme, juste le corps. C'est notre corps qui va jouer tout, c'est avec notre corps qu'on va savoir où est-ce que le soleil se lève où, il se couche où, est-ce qu'il y a de l'humidité, est-ce que c'est sec, c'est-à-dire que les données écologiques d'un espace, on peut les détecter juste avec notre corps. Et en fait, c'est pour rejoindre, donner du sens. Donc, on a l'essence qui est le corps physique, mais déjà le fait, est-ce que vous utilisez tous vos sens? Est-ce qu'on prend la peine, si je vous disais maintenant, on se tait et on va écouter? On va écouter ce qui se passe là. On va écouter ce qui se passe là. On va écouter ce qui se passe en haut, derrière, devant. Qu'est-ce que j'ai fait là? En fait, c'est juste qu'on prend conscience qu'on utilise un sens, qui est celui de l'écoute. Est-ce qu'on prend la peine d'écouter chaque petit bruit? Alors là, on est en ville, mais la nature, elle est là. Si on écoute bien, on va écouter un oiseau par-ci, on va écouter peut-être une mouche qui va passer. Le fait même de nous concentrer sur un sens à la fois, ça nous permet de vivre l'instant présent. D'ailleurs, le fait même d'être l'ihsas ou la donner du sens à la chose, c'est juste pouvoir vivre pleinement quelque chose qui est tout à fait naturel en nous. On n'invente rien du tout, tout est en nous. Et de pouvoir se délecter, et d'ailleurs si vous le faites, on fait ce petit exercice, vous allez voir, on se sent très bien. On se sent vraiment apaisé, c'est juste parce qu'on vit juste ce petit instant présent en utilisant un sens. Et donc, ihsas, ça nous permet de ressentir le bien-être et le lien, parce que nous sommes liés. Et justement, donner du sens ou la quête de sens, c'est ressentir ce lien. Le lien avec les oiseaux, le lien avec la terre, et bon sang, excusez le terme, le lien entre nous, le lien entre les humains, le lien entre nous. Alors, vous vous rejoignez sur quelque chose, parce que quand on dit en quête de sens, on a l'impression que c'est à l'extérieur de soi, mais finalement, Marc, vous disiez, c'est aménager un espace intérieur, c'est se rendre disponible pour que des choses puissent arriver finalement, qui vont faire sens pour nous. Et Zineb, ce que vous dites, c'est le retour aussi à notre propre perception et à notre silence intérieur, pour accueillir ce qui nous entoure. Donc finalement, et c'est une question que je vous pose à tous les trois, vous aussi Gaëlle, est-ce que c'est quelque chose qui est en nous? Est-ce que finalement la quête de sens, c'est pas d'abord un retour à soi et à son histoire? Aussi, c'est certain, c'est vrai qu'il faut faire confiance en tout ça. Je suis d'accord avec ça, on a tendance à l'oublier parce qu'on est tellement sollicité par beaucoup de choses qui nous entourent, en effet, qu'on arrive à plus trop se faire confiance soi-même. Et donc c'est pour ça qu'en effet on prend des GPS, parce que bon, c'est plus facile, donc c'est du tout cuit, comme on dit. Mais c'est vrai que moi j'ai lu là très récemment encore un livre de Christophe André où ça tombait sous le sens pour le coup. Encore une fois, tout ce qu'il raconte, la présence, l'invisible dans l'invisible, tout est là, mais il faut prendre le temps de le voir. Il faut en effet l'écouter, le regarder, et puis surtout, moi j'ai envie de dire, s'amuser avec. Parce que moi par exemple, par rapport, pour revenir un petit peu à ça, je vis de la musique. D'ailleurs, je n'ai même pas l'impression que c'est mon métier parce que je m'amuse. C'est sans arrêt ça. Quand je prends une guitare, je m'amuse, quoi. Voilà, ça m'envoie des choses. Et là, tout de suite, finalement, la leçon, elle est là. Elle est là, elle est dans l'écoute aussi de l'instrument, de ses émotions profondes, et revenir à soi, comme tu dis. Enfin, alors bien sûr, dit comme ça sur une scène, ça paraît facile, mais bon, la réalité quelque part nous rattrape, et il faut avoir confiance en soi et conscience en soi. Donc voilà, c'est tout un travail, mais c'est beau. Ça m'inspire une autre question qui est finalement c'est un redimensionnement de soi, de son être. On vit dans un monde aujourd'hui où l'ego est très flatté, on a l'impression d'être très très important via les réseaux sociaux, via la consommation, via le souci du bien-être
individuelle. Donc l'individu finalement se sent très important et en même temps terriblement impuissant, puisqu'on passe notre temps à nous dire qu'on n'arrivera pas à renverser le système, que la contestation de toute façon est vouée à l'échec. Alors dans cette quête de sens, est-ce que ça ne permet pas de redimensionner les choses? Comment vous l'avez vécu? Parce que ce qui est important, c'est votre témoignage. Comment vous avez vécu peut-être la réparation, encore une fois, de ce décalage entre l'importance de notre ego et puis notre dimension humaine et concrète? L'ego, c'est un vrai sujet, hein. D'ailleurs, c'est le vrai djihad. Moi, ce que j'avais entendu, c'était la guerre contre l'ego, en fait, contre soi, et enfin contre justement ce qui n'est pas soi, ce qui doit faire intervenir, parce que l'inverse de l'ego, c'est le soi. Et je pense que le plus grand lobbyiste, en fait, c'est pas forcément Monsanto, c'est pas forcément Total, c'est pas forcément les gros, mais en fait, je pense que c'est l'ego, parce que c'est lui qui a tendance à tout ramener à lui. Pour la plupart des grandes traditions de sagesse, c'est une fiction, en fait. Quand on commence vraiment à prendre le temps d'observer ses pensées, qu'on voit toutes ces pensées compulsives et qu'on arrête de s'identifier à ça, on tombe dans un autre espace. Et je pense que c'est cet espace-là aujourd'hui qu'il est important de connecter, parce qu'une fois qu'on est en lien avec ça, on est en lien avec la famille animale, végétale, minérale, même moi je pense. Et en fait, ce travail-là, je pense que c'est ça qui attend l'espèce humaine si elle veut évoluer. Donc on peut tous ensemble essayer de faire le changement. Moi je vois, pour avoir fait le tour de l'alternatif depuis presque 10 ans, que des idées généreuses, ça ne fait pas des gens généreux. On peut être pour l'écologie, l'amour, la solidarité et se foutre sur la gueule quand même. Et donc ça ne change rien. Ce qu'il faut, c'est vraiment je dirais découvrir ce qui recouvre notre solidarité, nos qualités de générosité, de compassion, de bienveillance. Et c'est ça qui manque. Et là, aujourd'hui, ce qui est beau, c'est qu'on a d'un côté la spiritualité qui disait certaines choses, qui avait identifié l'ego, et la neuroscience qui commence à identifier, ils ont appelé ça le striatum, donc c'est une partie à l'intérieur de notre cerveau, qui veut toujours plus de confort, plus de nourriture, plus d'informations, plus de sexe. Il n'est jamais content en fait. Il veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et la société de consommation, elle nourrit en fait ça régulièrement. Donc là, tout l'enjeu, c'est ce qu'ils expliquaient en gros, c'est que le striatum, il veut de la dopamine, donc il veut toujours une récompense. Et une fois qu'il a atteint un niveau de confort, il veut toujours plus. Et il s'arrête jamais en fait. Donc ça, c'est vraiment un puissant fond. Tous les grands sages avaient parlé de cette idée de la cupidité comme une maladie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi autre chose dont on est un peu accro, qui s'appelle la sérotonine. Et donc ça, c'est autre chose que dégage le cerveau. Et ça, c'est le sentiment de faire un avec le monde, le sentiment de prendre le temps de comprendre ses émotions et d'être dans cette posture-là par rapport à la nature et aux autres. Et que toutes ces postures-là, elles se cultivent. Le cerveau est très plastique, il y a une plasticité du cerveau qui fait que si on veut voir la vie comme quelque chose de beau, de généreux, enfin voir le côté positif, le cerveau, il va aussi changer la réalité et en fonction de ce à quoi on va porter son attention, on va aussi faire cette expérience-là en fait. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que soit on dit tout est pourri, on peut rien faire, le monde va s'écrouler, il y a des choses qui vont s'écrouler, c'est sûr, mais soit justement on prend le temps d'aller un peu à l'intérieur, cultiver cette bienveillance, cette compassion, toutes ces qualités dont on a besoin aujourd'hui. Et là, quand on passe à l'action, je pense qu'on agit dans notre espace, on peut fédérer et on est un peu plus heureux. Et là, je pense que tout le monde arrive à bout de pousser des caddies, scroller des écrans, ça rend pas forcément heureux. Alors que le temps de créer du lien, de créer du beau, ça, il y a quelque chose qui se passe. Donc pour moi, le vrai lobby, donc c'est l'ego, et c'est ça qu'il va falloir un peu détricoter, ou en tout cas observer, pour être dans cette haute posture de ce qu'on appelle le témoin, celui qui regarde, qui observe, qui cherche pas à aller dans l'émotion, qui n'est pas cet addict à la sensation. Et une fois qu'on est là, j'ai l'impression que là, on a une chance de sortir du problème qu'on a créé. Mais s'il n'y a pas ce changement de conscience et si on reste identifié à cet ego, qui n'est pas nous, hein, c'est vraiment, dès qu'on prend un tout petit peu le temps de respirer et de regarder ses pensées, on commence à l'observer. Trouver ça, c'est vraiment trouver un début de liberté et donc une action juste qu'on va poser dans le monde. Et pour moi, en tout cas, c'est la priorité des priorités avant presque tout le reste. Et du coup, l'écologie tombe sous le sens, la solidarité tombe sous le sens, parce que justement, on a enlevé tout ce qui séparait moi de l'autre. Donc quand la planète va pas bien, c'est une partie de moi qui va pas bien. Quand l'autre va pas bien, c'est aussi une partie de moi. Et le diable, s'il a une réalité, en latin c'est diabolos, c'est celui qui divise et qui sépare, et c'est le rôle du mental de se séparer du reste. Donc là, l'idée, c'est vraiment de retrouver ce lien. Donc pour moi, voilà, c'est le point de départ, et c'est de cet espace-là qu'on peut fédérer, et je suis sûr qu'on est en train d'y aller, puisque même la science nous dit qu'il faut absolument arrêter, parce qu'on est programmé pour péter la planète, si jamais on ne calme pas ce striatum qui est un puissant fond. Super. Magnifique. Effectivement, l'ego est intéressant. Il ne faut pas non plus faire la guerre à l'ego, parce que
l'ego est là, il faut en avoir conscience pour pouvoir basculer, pour pouvoir réajuster. Et ça nous permet d'évoluer et d'avancer encore plus. Et pour revenir au redimensionnement, c'est qu'on est infiniment petit à côté du grand tout. Hein, et en même temps, l'impossible n'existe pas. En nous, il y a cette parcelle divine qui nous rend créatifs, qui nous rend... voilà, on peut faire des choses merveilleuses, on peut corriger tellement de choses, on peut réajuster tellement de choses. Aujourd'hui, même l'ADN, aujourd'hui même, on peut changer des choses en nous, à l'intérieur de notre cellule vivante. On peut le changer. Donc, nous sommes tous des espèces d'escargots avec une petite maison sur le dos qu'on transporte, qui est notre histoire, notre vécu, tout ce qu'on a vécu de beau et de pas beau. Et nous sommes tous comme ça. Maintenant, c'est intéressant de le savoir. Il faut juste le savoir, avoir conscience de ça. Et l'impossible n'existe pas parce que la très très bonne nouvelle, parce qu'il faut être dans la très bonne nouvelle, sinon on s'enterre vivant. La très bonne nouvelle, c'est qu'on peut réajuster, on peut corriger, on peut faire. Et la première des choses, c'est d'abord avec soi-même. Quand je le dis, ce n'est pas des conseils que je donne ni de je dis. Le vécu et l'expérience personnelle, c'est qu'on commence par soi-même, en travaillant sur soi-même, et on se pose. Et il y a quelque chose qui nous lie tous et qu'on a tous en nous. C'est l'amour et la joie. Regardez un enfant, regardez la joie. Il faut renouer avec cette enfance, la joie de cette enfance. Et la joie, l'amour, ce que tu disais tout à l'heure est tellement réel et vrai. L'amour et la joie, nous l'apportons tous. Il n'y a pas une personne sur Terre qui ne l'apporte pas. Et donc, il faut juste retrouver cet amour. Et donc, l'ego, effectivement, très souvent, eh ben, il vient là, et puis on est là, et puis on est en train de faire la guerre à tout. On fait la guerre aux insectes. Moi, je vois dans le domaine agricole, on fait la guerre aux oiseaux, les autres. Oh, il y a trop de soleil, il y a trop de pluie. Quand il y a trop de pluie, il y a trop de pluie, il y a trop de soleil, il y a trop de semis. La terre est mauvaise, alors que c'est juste une question de réajustement et juste une question de pause. Et c'est à nous de recréer ça en nous, l'amour et la joie, déjà, de renouer avec le reste. Alors, une fois que voilà, le sens apparaît, à mesure que vous vous mettez en chemin et qu'il y a des choses qui commencent à devenir cohérentes, puisque le constat de tout ça, c'est que ce qui déclenche, c'est le fait de se sentir en décalage avec son être. Comment on l'incarne, ce sens? Comment on arrive à l'ancrer? Parce qu'il y a l'esprit, il y a l'âme, mais comment on arrive à le rendre concret, à l'ancrer dans la réalité et dans la matière? Marc, tout à l'heure, vous évoquiez un lieu que vous avez créé après le documentaire En quête de sens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et en fait, ce que ça veut dire de donner forme à tout ça, à tout ce chemin? Ouais, je pense qu'il y a une première phase quand on est en quête de sens, c'est justement de déconditionner un certain nombre de choses et surtout de s'inspirer. Donc moi j'ai eu la chance de voyager et de rencontrer des gens inspirants qui avaient une forme d'alignement entre ce qu'ils pensaient, ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient. Donc ils cherchaient pas à me convaincre, ils m'inspiraient parce que justement ils mettaient dans le concret, dans la matière, leurs idéaux. Donc j'ai pu voir des petites fermes qui protégeaient les graines et les semences. J'ai pu aller au Guatemala où justement c'était des espèces des lieux justement pour se relier à la nature, prendre le temps d'étudier les textes inspirants des grandes traditions du monde. J'ai pu faire le tour avec Pierre Rabhi des oasis, donc tous ces lieux qui cherchent à réinventer de la convivialité, à mutualiser les choses, à avoir un lien avec la terre. Et donc moi aussi je me suis dit, j'étais justement un peu en train de travailler avec Colibri, je disais aux gens il faut vivre autrement, il faut faire autrement, mais c'était le il faut, mais j'étais basé à Paris et je sentais que voilà, j'incarnais pas ce que je racontais. Donc il y avait encore un peu un décalage. Donc même on va vers le sens, mais finalement voilà, on le trouve vraiment, je pense, quand on l'incarne. Donc du coup, j'ai eu envie moi aussi d'avoir un lieu, de pouvoir un peu créer le contexte pour l'expérience. Parce qu'en fait, on peut parler de toutes ces choses-là, mais je pense que c'est à partir du moment où on fait l'expérience de quelque chose que les choses bougent en fait. On ne peut pas convaincre un cynique avec des arguments.
c'est de mental à mental, ça ne fonctionne pas, mais une fois qu'on met les mains dans la terre, une fois qu'on danse, une fois qu'on chante, une fois que ça passe par le corps, il y a une autre vérité, ce GPS dont on parlait à l'extérieur, moi je crois qu'il est aussi à l'intérieur. Quand on crée le contexte, justement, c'est là où il se réveille. Et donc l'idée, c'était voilà, de pouvoir faire ça, moi de pouvoir aussi planter, de travailler une forme d'autonomie. Et je pense que le sens, il m'est encore plus apparu, c'était il y a 2 semaines, là j'étais en train de faire mes bocaux de tomates, donc du coup il y a une partie agricole qui est importante, on fait du blé aussi, on essaye de retrouver aussi des semences un peu plus anciennes qui vont pas créer toutes ces allergies au gluten, parce que le blé a été très trafiqué en fait. Et bref, et donc du coup de dire, j'étais en train de faire mes bocaux de tomates, et j'allais faire mes pâtes avec mon blé, mais il y avait quelque chose de l'ordre. C'est pas vrai, c'est des gens justement... qui travaillent pour toi. Non, toi tu les regardes. Attends, je sais très bien comment tu fonctionnes. C'est la nature qui Je travaille sais. pour moi. C'est surtout ça en fait. On se rend compte. Nous, on est juste jardiniers et c'est ce qu'il faut faire aussi après dans la vie. Mais il y avait cette idée, voilà, de voir que j'étais en co-création avec la nature, que derrière j'allais donner de la joie et du bonheur à manger des choses saines. Et c'est un truc tout simple en fait. Mais juste ça, il y avait un début de sens. Après, c'est très compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'était long. Il fallait trouver l'argent. On a dû faire confiance parce que la banque nous prêtait pas. Donc, il a fallu demander aux gens, dire, on a un lieu, il est au service d'eux. Est-ce que vous voulez nous aider? Et une nouvelle fois, la bienveillance. Le film, on l'avait fait aussi comme ça. Se relier aux gens, dire, on fait quelque chose pas pour nous, mais avec cette posture de service. Et là, du coup, on avait plein de gens qui nous ont aidés. Et donc, c'est ça maintenant au quotidien qui est en cours. Et je pense que ce que j'aimerais bien, c'est que ce lieu, à terme, ça devienne justement un lieu pour réfléchir à la transition. Et surtout, on n'en a pas encore parlé, ce sera peut-être une autre question, mais surtout à l'imaginaire. Parce qu'en gros, on est conditionné par un certain nombre d'architectures invisibles. Le sens, il est quand même donné par certaines institutions. Ça a été l'Église à une époque, c'est la science aujourd'hui. Là, la science a des nouvelles réponses. Ce que tu disais sur comment est-ce que notre esprit change nos gènes, ça s'appelle l'épigénétique. Donc le lien avec l'environnement a énormément d'impact sur ce qui se passe en nous. La physique quantique nous dit des choses sur le réel. Enfin, il y a plein de choses en fait qu'il faudrait aujourd'hui assembler les puzzles qui vont amener aussi une nouvelle histoire, un nouveau sens. Et du coup, l'humanité, elle peut aller dans une autre direction. Mais aujourd'hui, on est encore en train. Il y a un monde qui s'effondre sur des anciennes croyances qui ne sont pas le réel, un réel qu'on est en train de découvrir. Et c'est comment on raconte cette nouvelle histoire, comment on met des actions qui vont dans le sens de cette nouvelle histoire. Et je crois que c'est ça qui nous attend, une espèce de révolution métaphysique qui est en cours. Et je pense que c'est ça qui est excitant, en tout cas moi que je trouve excitant, c'est qu'on est tous connectés, donc un peu à travers le foot et le porno sur Internet qui domine quand même un peu ce que les gens regardent. Mais en même temps, si on fait passer une information, s'il y a une information qui est juste, on a tout ce qu'il faut pour la faire passer. Et donc il y a une possibilité vraiment de faire basculer le récit dans autre chose. Et c'est à ça moi que j'ai envie de travailler. C'est sur ça que je suis en train de faire le prochain film, sur le sacré. Qu'est-ce que ça veut dire le sacré aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas réinventer des rituels à travers l'alimentation, à travers la naissance, à travers la célébration ou même la mort? Retrouver ce sens du sacré pour justement s'émerveiller et créer quelque chose qui soit plus fécond, plus harmonieux. Donc c'est la problématique du moment en tout cas. Mais vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel qui est effectivement de raconter l'expérience. On y reviendra tout à l'heure, et de l'importance de changer les récits. Nancy Houston, en parlant de l'espèce fabulatrice, c'est encore ce que l'homme sait peut-être mieux le faire, raconter des histoires, et justement comment contribuer par vos témoignages et l'exemple à changer justement ces récits et ces mythes collectifs. Alors Zineb, on revient à la question précédente, la façon d'incarner ce sens que vous avez trouvé. Ça fait 20 ans que vous avez mis en place cet endroit magique, les jardins de Zineb. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? La façon dont vous l'avez conçu et construit. Je me suis faite toute petite pendant des années parce qu'on m'a pris pour quelqu'un qui était sur un nuage qui, je ne sais pas, voulait prouver je ne sais pas quoi. C'est un terrain aride. On l'appelait le mur, donc une zone, un terrain avec une grosse pente et qu'on utilisait pour le pâturage où le sol était quasi mort. Et donc la première des choses, bien sûr, ça a été de réhabiliter le sol vivant. Et comment réhabiliter le sol vivant s'il n'y a pas... Enfin, comment réhabiliter un sol vivant au départ? Il faut de l'eau, bien sûr, il faut du soleil, mais il faut aussi de la vie. Il faut le vivant. Et donc, la première des choses à faire, c'était de récupérer les eaux pluviales. Dans une zone semi-aride, dans un sol complètement décapé, il fallait récupérer les eaux pluviales et reboiser. C'est fondamental. L'arbre est fondamental. Et par la suite, donc au départ, il n'était pas question de faire ni de maraîchage, parce que le maraîchage, ça demande beaucoup d'eau, il faut beaucoup de... Donc d'abord et avant tout, c'était réhabiliter le sol vivant,
en mettant les arbres, en mettant une diversité aussi d'arbres, sans compacter le sol, sans labourer le sol, en couvrant du soleil. Vous voyez, quand on est au soleil, on a vite soif, c'est pas facile de rester au soleil longtemps sans boire de l'eau, ni sans se rafraîchir, Donc il y a un juste milieu pour tout. Le soleil est bon, mais à un moment, ça devient difficile. Donc voilà, c'est juste réhabiliter. Bon, après, on obtient des résultats fabuleux. Et après, il faut essaimer. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cette aventure dans laquelle je me suis lancée, c'était de commencer à former d'autres personnes. Mais tout en formant, j'apprenais. Donc il n'y a pas un jour où je n'apprends pas. Et donc c'est la transmission, c'est laisser. Et pour revenir au projet, est-ce que c'est une personne? C'est jamais. Un projet ne peut pas être monté par une personne. Nous sommes faits pour travailler ensemble, c'est travailler tous ensemble. C'est pas juste une personne. Donc c'est aussi les personnes qui apportent des idées, des personnes qui vont encourager. C'est un sourire, c'est l'Arham Walidine, c'est voilà. Chacun apporte. Nous sommes un grand puzzle pour revenir un petit peu à l'ego et à ce que nous sommes dans cet univers. Nous sommes un puzzle. Un puzzle et avec des pièces, les unes à côté des autres, qui doivent à un moment donné se placer l'une à côté de l'autre pour faire quelque chose de cohérent, quelque chose d'harmonieux, quelque chose de beau et qui donne une image donnée. C'est ça ce que nous sommes. Donc on ne peut pas travailler tout seul. Une pièce du puzzle ne peut pas donner toute cette image qu'on a à Infino. Voilà, je ne sais pas, je pense que j'ai Non, mais je tout trouve dit. ça beau que vous ayez commencé par l'arbre, parce que là, pour le coup, en termes d'ancrage, on s'ancre bien. C'est très symbolique. Bien sûr, parce que nous ne travaillons pas pour aujourd'hui, nous ne sommes que des locataires, nous ne sommes pas propriétaires de cette terre, nous sommes juste des locataires. Vous savez, on dit... j'ai acheté, l'état des lieux au départ la terre va faire très m'appartient, mal. la parcelle m'appartient, la ferme m'appartient. Non, elle appartient à tout le monde. Et plus que ça, elle n'appartient même pas aux personnes présentes aujourd'hui. Elle appartient à ceux qui vont venir. Donc nous ne sommes que des locataires. Et vous savez, quand on loue, je ne sais pas, on loue un lieu, on va parler d'une maison. Quand on loue une maison, ben, quand on parle à un moment donné, on va s'en aller de cette maison. Ben, si on a détruit cette maison, si on a détruit tout ce qui est à l'intérieur, avant de la rendre entre guillemets aux propriétaires, eh ben on la range. Plus que ça, non seulement on la range, mais on la rend mieux que comme on l'a prise au départ. On la range et on la range. On la range et on la range. Absolument, tout à fait. Donc nous ne sommes que des locataires, nous ne sommes pas propriétaires. Et donc forcément nous travaillons pour nous, mais nous travaillons pour ce qui va venir après. Moi j'aime bien dire Sadaqa al-Jariya. C'est ça le sens de Sadaqa al-Jariya, c'est ça le sens de Fi Sabilillah. Donc en fait c'est la vision holistique de la chose. C'est pas juste notre petite personne. Et dans les traditions amérindiennes, ils disent qu'il faut prendre soin, toutes nos actions doivent ne pas avoir d'impact sur les 7 prochaines générations. Donc eux, ils avaient encore une vision à 7 générations. Donc on n'est pas sur les... Ils étaient prévoyants, c'est le moins qu'on puisse dire. Gaël, votre façon à vous d'ancrer dans la réalité ce cheminement que vous avez fait et ce sens que vous avez trouvé ou que vous voulez partager, la chanson que vous nous avez offerte tout à l'heure en témoigne. Et ça rejoint aussi peut-être ce que disait Marc tout à l'heure, c'est une façon de transmettre, de raconter cette histoire, de sensibiliser par le récit, par la chanson. Oui, bah oui, en effet, c'est vrai que c'est un vecteur incroyable. On a une voix, on peut chanter. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup faire ça. J'ai voulu, en effet, avoir des chansons qui puissent, où je puisse même poser des questions à mes parents, par exemple, parce que j'ai l'impression que dans l'album que j'ai fait, là, que vous connaissez toutes et tous, évidemment, il s'appelle Regain. Il parle un peu de Giono, d'ailleurs, mais surtout, il parle de mon père. Et c'est vrai que, voilà, oser
oser voilà, cette route libératrice. C'est moi ce qui me plaît. Après, c'est délicat tout ça d'oser voilà, vivre sa vie, mais je vais être honnête, je me souviens plus exactement parce que en fait j'écoute beaucoup. Moi, c'est ma première conférence. J'écoute les gens. Du coup, j'aimerais bien que tu me redises la question parce que j'étais dans mes pensées. La question, c'était la façon d'ancrer, parce que là, c'est d'incarner. C'est important en plus. C'était sur des territoires, mais votre façon à vous d'incarner ce sens. Moi, j'ai mis du temps. Ce que tu disais tout à l'heure, voilà, on est quand même dans cette société où voilà, il y a l'ego, en effet, l'image, encore plus quand on est sur scène, là. Moi, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à me dire, mais voilà, qui je suis. Et puis, au bout d'un moment, on arrête de se regarder. Moi, en ce qui me concerne, on essaye d'arrêter de se regarder. Et d'être acteur de ça et d'incarner voilà, les choses qu'on pense. Donc ça passe en effet pour moi par la musique. Et puis c'est passé aussi par la transmission. Tu parlais de ça tout à l'heure. Moi je suis allé aussi un peu dans des écoles. Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir 40 ou 50 ans pour transmettre en fait, aux plus jeunes aussi. Moi c'est ça que j'aime bien. J'aime me dire que... Enfin, d'ailleurs j'adore les gamins. J'en ai pas encore mais j'aimerais bien. Mais pas tout de suite. Mais c'est vrai que... voilà, je suis allé à Marseille dans un endroit un peu défavorisé, c'est assez délicat. Et puis j'ai vu des gamins qui savaient pas écrire amitié, mais qui avaient envie de faire de la musique en fait. Alors voilà, j'ai mélangé les filles et les garçons, c'était un peu la folie. Et puis la transmission et l'ancrage, c'est ça, c'est transmettre. Ça m'a fait du bien. Et je me suis dit tiens voilà, en fait ton truc à toi, en fait, c'est de montrer que c'est possible, montrer le beau par la musique. Ça simplifie parfois des choses, des émotions, ça les fait sortir. Alors c'est magique, hein, en fait, l'art pour ça. Et puis voilà, non, mais je pensais à Giono, l'homme qui plantait des arbres. Enfin, c'est vrai que moi, je suis en train de faire un spectacle un peu là-dessus parce que ça me transperce le cœur. Il y a cette histoire vraie de ce bonhomme qui est tout seul, qui a un peu perdu sa femme et son enfant et qui choisit les chênes et qui les plante un à un et qui recrée complètement un village entier. Et puis plus tard, après les gens se sont accaparés ce village et sont venus vivre là-dedans. Enfin, je trouve que c'est magnifique. Donc on peut faire aussi des choses tout seul quand même. Mais en effet, c'est mieux de le faire à plusieurs. Hein, ouais, je suis d'accord. Je peux juste... Bien sûr qu'on peut faire, bien sûr, le fait de semer, le fait... là, il y a un stand, je vous invite à aller rejoindre un petit stand où on montre, mon ami Raja montre comment, justement, prendre des graines, les enrober dans de l'argile avec un petit peu de compost et les placer, mais les placer quand même sous une plante nurse, parce que si vous le mettez au soleil, ça risque, mais bon, il y a des conditions, mais n'empêche, commencez déjà à toutes les graines. Vous mangez une olive, gardez les graines, vous mangez une date, gardez la graine, et puis par la suite, semez là où vous allez. Et pour revenir à la question de l'arbre, c'est fondamental parce que quand on plante un arbre vit plusieurs années. Et des arbres qui vivent au niveau de plusieurs générations d'êtres humains. Donc, des arbres qui ont assisté à des histoires humaines. Et donc, l'arbre, quand on plante un arbre, on ne plante pas juste pour nous, on plante pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants et toutes les générations qui viennent. Et c'est l'arbre qui appelle la pluie, c'est l'arbre qui appelle l'eau. C'est un cycle, parce on est en train de déboiser partout. Le palmier, oui, c'est beau parce que le palmier, ce qui est intéressant, c'est que ça apporte de l'ombre. Les racines restent superficielles, ce n'est pas un véritable arbre. C'est comme, on va dire, du gazon, mais qui monte haut, qui monte très haut. C'est très intéressant, mais on ne peut pas tout remplacer tous les arbres par juste des palmiers. Sinon, on est en train de travailler juste sur juste la surface. Or, l'arbre, c'est les racines qui vont loin à l'intérieur et qui récupèrent les eaux et ne travaillent pas pour nous aujourd'hui. Ils travaillent pour ce qui va venir après. Et après, on va se plaindre que nos nappes sont vides, sont épuisées. Eh bien non, c'est nous qui avons enlevé ces arbres. Donc, on rentre dans une espèce de cercle vicieux. Nous avons à reboiser et c'est un devoir pour nous aujourd'hui. Moi, excusez-moi, il fallait que je le dise parce que on le dit, j'ai pas envie de prêcher quoi que ce soit, mais pour l'arbre, réhabilitons les sols vivants.
en remettant notre matière organique à l'intérieur de ces sols et reboisons nos sols pour qu'on appelle la pluie à venir, parce que c'est comme ça qu'on va avoir de l'eau qui va venir. Ici, vous arrivez à reboiser beaucoup, ici, Eh bien, en Maroc? à chacun de faire avec sa part, Bien sûr, bien sûr. comme dit le colibri. Pour revenir par rapport à la transmission, ce qui est intéressant par rapport à l'être humain, c'est qu'on peut ne pas avoir d'enfants, mais transmettre. Tous les êtres vivants, ça fait partie, chaque espèce, elle a cette mission de régénération et de mission à jouer. L'être humain, c'est ça qui est fabuleux, c'est que la transmission peut se faire par l'enseignement, par ce qu'on fait là. Aujourd'hui, je vous assure, si vous étiez juste 2 personnes là, à nous écouter, nous, tous ensemble, personnellement, j'aurais été très, très heureuse, même s'il y avait 2 personnes. Ça ne me fait pas peur de voir des chaises vides. Moi, je suis très heureuse des quelques personnes qui sont là, parce que si on arrive à gagner, juste à avoir 1, 2 personnes, déjà, à la sortie de cette conférence, qui vont aller commencer à reboiser, commencer à récupérer les eaux pluviales, commencer à donner du sens à sa vie, commencer à se poser, à avoir de l'amour, de la joie. Ça y est, c'est super. On a gagné beaucoup de choses. Même chose avec les chansons. Et la nature, elle enseigne ça. Moi, je sais, quand je vois genre une graine de courge, je vais mettre une graine de courge, je vais récupérer la courge, je vais avoir 150 graines de courge. Si je replante les 150, ben voilà. Et à chaque fois, c'est cette dimension exponentielle. On a l'impression qu'on est dans cette culture de la rareté, du manque, qui est quand même un peu institutionnalisée et instrumentalisée, alors que la nature, elle nous apprend le don. Et quand on parlait de l'arbre, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps que ce qui fait la différence entre le sang et la chlorophylle, si la chlorophylle est verte, si notre sang est rouge, c'est le magnésium. Je crois que c'est une chose qui change, et on a presque exactement, c'est la même formule. Donc on peut dire nos cousins les arbres, c'est Saint François d'Assise qui parle comme ça aux animaux, mais on est vraiment beaucoup plus proches. Je crois qu'on a un chromosome de différence ou 2 avec la banane. On est quand même. C'est dur d'imaginer ça. C'est très, ça nous remet à notre place. Là, l'ego, il aime pas cette phrase que je viens de vous dire. C'est bien. On n'est pas loin de la banane. C'est bien, maintenant on va se traiter de banane au lieu de se traiter de patate. Juste parce qu'on évoquait le reboisement au Maroc, il y a une question qui me vient, je vais essayer de la formuler de façon simple. Marc, vous avez beaucoup voyagé à travers le monde, donc vous avez vu beaucoup de pays du Sud. Je mets Sud entre guillemets parce que dans les modes de consommation et les modes de vie, on n'est plus tellement éloigné du Nord ou de l'Occident. Ces pays du Sud, et là je parle pour le Maroc, que je connais un petit peu mieux, on a l'impression qu'on est aussi dans l'injonction et dans l'urgence de se mettre en chemin et de commencer à réparer cette nature qu'on a aussi maltraitée, et que finalement, sans être passé par la phase de développement intense qu'a pu connaître le Nord, on est déjà en train de résoudre les problèmes de l'après. Alors, comment est-ce que les pays du Sud, et vous pouvez peut-être nous en donner quelques exemples de ce que vous avez vu et entendu, peuvent amorcer ce chemin sans tomber dans le mimétisme du Nord, en renouant avec leurs propres traditions? On en a au Maroc, et Zine, peut-être que vous pourrez nous en parler. Mais comment trouver en soi les ressources pour répondre aux mêmes préoccupations du Nord, mais sans tomber dans un mimétisme qui peut-être ne nous conviendrait pas? C'est une vraie question, très bonne question. Moi, j'ai l'impression que la modernité, elle est arrivée, elle a fait la table rase du passé, et qu'en gros, on a vraiment, dans le récit, on a essayé vraiment d'oublier tout ce que les anciens faisaient, et que ça faisait quand même très longtemps qu'on s'organisait, que les anciens observaient la nature, justement, et avaient pu préserver notamment les graines. Et aujourd'hui, c'est un vrai souci, la biodiversité, en fait. On a uniformisé aussi bien les cultures, donc tout se ressemble, mais en plus, ce qui est uniformisé, c'est quand même pas forcément vers le haut. J'ai l'impression qu'on est en train tous de ressembler à des consommateurs. J'aime bien la dimension de Gandhi qui parle de producteurs, de créateurs avant cette identité de consommateur, et que là, ce qu'il faut, c'est aller faire un détour par le passé pour aller rechercher justement tous ces anciens, en tout cas pour l'agriculture, qui savaient cultiver autrement, qui n'avaient pas besoin d'avoir cette addiction aux produits chimiques qui détruisent les sols et qui empoisonnent nos assiettes.
Et aller justement, moi, l'enquête de sens, il était un peu global, mais moi, ce qui arrive d'ailleurs dans certains endroits, c'est d'aller faire le tour de localement, qu'est-ce qui existe, quelles sont les initiatives, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer, et justement inspirer en pensant pas que c'est là-bas, mais c'est ici que la solution, elle est chez vous. Dans la Bible, il y a cette phrase qui dit fleuris là où le Seigneur t'a semé. Et je pense que c'est sur son territoire qu'il y a des choses à faire, et que c'est sûr qu'il faut décoloniser notre imaginaire qui a été imposé vraiment par cette mondialisation qui tente à faire que tout doit être pareil. Comme ça, on fait des économies d'échelle parce que tout le monde achète les mêmes choses, tout le monde a les mêmes comportements, et ça tue la vie quand il n'y a plus de diversité. Donc c'est nous, je ne sais pas si on a les solutions au nord, mais s'inspirer en tout cas de ce qui était fait avant et d'aller rechercher tous les savoirs anciens et de faire ensemble et de réinventer quelque chose qui va être pas une négation de la modernité ni du passé, mais faire ce détour pour inventer quelque chose de radicalement nouveau, qui est une autre manière d'être au monde. Ça, c'est excitant. Et je pense que il y a un monde de la destruction qui est là, qu'on constate, mais il y a le monde de la reconstruction, de la réappropriation qui est en train d'arriver. Et ça, c'est quelque chose qui peut donner du sens, justement, d'aller dans cette direction-là. Finalement, on entend aussi presque la réconciliation avec des savoirs anciens qui ont été oubliés, comme vous l'avez dit. Ça me rappelle une phrase de Françoise Sagan qui disait « Je me demande ce que le passé nous réserve ». Zineb, par rapport à cette question de la façon dont un pays comme le Maroc et plus globalement le Sud peut répondre à ces injonctions écologiques sans tomber dans le mimétisme et en inventant des nouvelles façons de faire. Les savoirs anciens. Écoutez, il y avait, si je veux parler de... J'arrive pas à saisir un petit peu la question. Est-ce qu'il faut... C'est-à-dire par rapport aux spécificités des pays du Sud, oui, qui sont appelés aujourd'hui, oui, à répondre eux aussi, oui, à l'urgence, oui, climatique. Comment inventer des solutions, je ne sais plus le mot que vous avez employé, Marc, tout à l'heure, mais locales, finalement. Tout à l'heure, tout à fait. Alors, ça me rappelle il y avait un cercle diplomatique qui m'avait invité une fois à faire une conférence sur les différentes plantes qu'on utilise, enfin la nature, comment on l'utilise au niveau cosmétique, au niveau culinaire, etc., traditionnel, hein, au niveau du Maroc. Et en fait, en posant le henna, la rose, etc., ça a été... En fait, j'allais parler un peu de toutes ces histoires de plantes et de minéraux, de choses qui sont utilisées, qui sont naturelles pour le bien-être et traditionnelles. Et en fait, un déclic justement pour dire, mais c'est vrai qu'au niveau du Maroc, on a planté le henna. Le henna vient de l'Inde. Ce sont les Phéniciens qui ont ramené le henna. Les palmiers dattiers, ben, ça vient également de cette région Afrique qui correspond au Kenya et même au Yémen. C'est de là-bas qu'on a ramené le palmier dattier. La rose, ben, c'est la rose de Damas, etc. Et on la retrouve plantée, cultivée au niveau du Maroc parce que c'est le pays des possibles. Au niveau bioclimatique, nous avons une très grande diversité des sols, de la topographie, au niveau biogéographique, au niveau des expositions nord, sud, est, ouest, à la fois l'influence océanique, donc qui rapporte de l'humidité, mais plus sèche par rapport à la Méditerranée. On retrouve comme ça cette grande diversité au niveau bioclimatique, édaphique, topographique, etc., qui a fait que le Maroc, depuis très longtemps, eh bien, les populations ont su planter, cultiver. Sauf que, aujourd'hui, on assiste à une espèce d'exagération où on va dire « Ah, c'est possible de cultiver la fraise », mais alors ça devient la monoculture avec 60 et plus composants chimiques depuis le semis jusqu'à la conservation. On utilise, etc., etc. On va retrouver les framboises, on va retrouver des choses, mais qui sont complètement, on est dans l'incohérence. Et en fait, au nom du rendement, au nom du développement, ok, très bien, on peut se développer. Mais aujourd'hui, nous faisons partie des pays qui souffrent d'une très, très grosse pénurie en eau. Alors, on facilite les choses, bien sûr. On va en profondeur pour aller chercher l'eau au niveau des nappes géologiques, mais jusqu'à quand?
Donc là, on est dans une espèce de... Effectivement, on peut, parce que les bioclimats le permettent, regardez ce soleil, mais en même temps, on peut parce qu'on a trop exagéré, on va aller chercher l'eau, alors que il faut quand même un respect des saisons, un respect des sols, un respect même par rapport à l'alimentation. Est-ce que le corps, et là je vois mon ami Sabah Benjelloun qui est spécialiste en nutrition et qui pourra vous raconter des histoires par rapport à ce qu'on mange et à ce qu'on... Aujourd'hui, évidemment, et là je reviens au consommateur qui doit devenir un consommateur, c'est que tant qu'on souhaite avoir des tomates en hiver, eh bien on va produire des tomates. Tant qu'on souhaite avoir le raisin en hiver, eh bien, on va vous produire des raisins en hiver. Mais à quel prix? Et ça coûte au niveau écologique, ça coûte au niveau, j'ai envie de dire même spirituel, parce que là, on touche à quelque chose qui ne nous appartient pas, qui appartient aux autres. L'eau, elle circule. L'eau, elle appartient à toute la planète Terre. Je rappelle que la même quantité d'eau existe depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? C'est une répartition. Où est la répartition? Et la qualité de l'eau aussi. C'est ça aussi. Et la pénurie également. Alors que l'eau appartient à tout le monde. On parlait des bouteilles d'eau. Donc aujourd'hui, alors pour être aussi positive, parce que c'est aussi, je suis entre guillemets, ma niche écologique, c'est semer l'espoir, c'est qu'aujourd'hui, eh ben, on arrive à démontrer, et je vois là des amis qui ont développé des jardins agroécologiques ici et là, parce que, alhamdoulilah, il y a l'essaimage existe et qu'il y a des choses merveilleuses qui sont en train de se faire et des projets magnifiques qui se font sur plusieurs villages ici et là. Eh bien oui, on peut faire. On peut faire comment? Eh bien en réhabilitant les sols vivants, en réhabilitant des terroirs, mais en respectant les saisons, en respectant les cultures, en réhabilitant aussi les semences anciennes. Mais pourquoi pas augmenter encore plus la diversité parce que les semences s'adaptent. C'est magnifique au niveau génétique, on le voit. Et donc, c'est par la diversité qu'on regagne en équilibre et en récupérant toutes les eaux pluviales, le peu de pluie qui tombe, ben, si on arrive à récupérer juste ce qui tombe parfois en une seule journée, eh bien, on arrive à régler beaucoup de choses. Je ne sais pas si je suis restée dans la question ou pas, mais bon, voilà. Alors, juste avant de donner de vous donner la parole peut-être pour des questions et poursuivre l'échange, peut-être en guise de pré-conclusion, comment rendre pérenne tout ça? Comment inclure les autres? Parce il y a le capital humain qui est important dans toute cette démarche. Donc, Zineb, tout à l'heure, vous disiez qu'on n'est jamais seul, qu'on travaille avec des gens, mais quand on est dans un environnement rural comme celui-là, comment on inclut les familles dont c'est la première, par exemple, source de revenus? Comment on les fait transiter vers sa vision des choses et comment on rend ça pérenne sur du long terme? Parce que finalement, la vraie transformation, c'est ça, c'est de planter et de rendre ça pérenne pour inclure les autres. Allez-y. Oui, effectivement. Bon, si je veux parler un peu de Soul, mais pas seulement à Soul, parce que, disons, Zineb, mais en fait, il y a une équipe qui est là et on travaille un petit peu partout au niveau du Maroc. Je pense qu'il y a quelque chose qui est fondamental qu'on a observé. Alors, on peut exporter un savoir-faire, parce que les gens, au départ, c'est le savoir-faire, disent la technique. Il n'y a pas que la technique, il y a le savoir-être. Donc, on exporte aussi ce savoir-être. Mais on ne le dit pas directement, parce que sinon, on va dire, bon, celle-là, elle est sur son petit nuage, hein, c'est une hippie, ouais, mais en fait, les gens se rendent bien compte qu'il y a le savoir-faire, mais derrière ce savoir-faire, il y a un savoir-être. Et donc, on exporte ça, et on essaime ça, et on laisse juste les gens s'inspirer. Et il y a quelque chose qui est fondamental en approchant les gens, c'est juste valoriser l'être humain.
le valoriser dans ce qu'il a de plus profond en lui-même, parce que ça existe chez tout le monde. Juste valoriser ce jeune qui est dans le fin fond du monde rural, qui est là, ses parents lui disent, non, va en ville, tu trouveras du travail. Quand il va en ville, on lui dit, mais non, tu sais rien faire, tu n'es rien, tu ne vaux rien, et puis, donc en fait, on a vu des jeunes qui étaient là, qui ne savaient pas quoi faire, qui ont réhabilité les terres des familles, de leur famille. On a vu des jeunes reprendre confiance, et je vous assure que ce n'est pas une question de matériel. C'est vrai qu'on a commencé par le matériel parce que, en valorisant leurs terres, ils ont pu produire des produits sains. Et puis on s'amuse aussi, récupérer les eaux pluviales, faire ceci, c'est pas juste comme ça. Il y a quand même des choses. Et puis c'est pas monotone, il y a plusieurs activités, on ne s'ennuie pas. Et donc rien que le fait de se retrouver dans cette joie, de voir naître quelque chose, de récupérer ses graines, de pouvoir, ah mais tu m'as donné des graines, mais tu sais, je vais te rendre cette partie de graines que tu m'as donnée, je te les rends. Et puis je vais les donner à un autre paysan, puis je vais les donner à un autre. Le fait de remettre ce lien entre les gens dans la société, dans cette société rurale, le fait d'être valorisé, il sent que bon, il a fait quelque chose d'important. Tout le monde se tourne vers lui. Ah ben tu fais de l'agriculture bio. Ah c'est intéressant là. C'est le fait de valoriser. En fait, c'est pas le matériel, c'est beaucoup plus énergétique. C'est le fait que la personne a été valorisée dans ce qu'elle a de plus profond en elle-même. Moi, je pense que, je suis tout à fait d'accord, et c'est aussi ce qu'on expérimente chez nous. Mais c'est surtout, moi, je pense que c'est avec les enfants. Dans le film, je ne l'ai pas mis dedans, mais il y a cette phrase, comme disait un des chamans qui devait être Lacandon, qui était donc au Mexique, et il me disait justement, c'est pas forcément quelle planète on laisse à nos enfants, mais en fait, quels enfants on laisse à notre planète, avec quelle qualité de conscience en fait. Et en fait, je pense que les enfants, c'est pas la peine de leur dire qu'il faut sauver les baleines et les dauphins, genre ils aiment déjà ça naturellement. Donc c'est comment créer une éducation qui va justement à nouveau favoriser ça, les émerveiller et justement pas les transformer trop vite en consommateurs. En gros, le système il a besoin d'ingénieurs, d'avocats, mais je sais pas si la nature elle a forcément besoin de ça tout de suite. Et donc l'idée c'est de se dire, prendre le temps de leur dire justement pourquoi tu es fait, qu'est-ce que tu as envie de faire, les faire expérimenter plein de choses, les faire justement aller au jardin. Et j'ai l'impression que justement plus tôt on laisse les enfants être libres de commencer à tester, à se connaître, de trouver leur talent, plus après ils sont bien avec ce qu'ils font, ils sont authentiques, comme ils vont être bons dans ce qu'ils font, ils pourront en faire leur métier. Et je pense que c'est très tôt que ça se joue et que c'est sur cette génération-là qu'il faut faire le changement. Et l'éducation a vraiment un grand rôle là-dedans. Donc soit il y a la possibilité de... On a distribué un film justement sur les gens qui n'ont pas scolarisé leurs enfants, et donc ça pose plein de problématiques parce qu'on a l'impression que si on ne met pas nos enfants à l'école, il ne va rien se passer. S'il y a le bon contexte en tout cas, on se rend compte qu'il y a des enfants qui apprenaient à lire à 9 ans, je me rappelle, et à 9 ans, je pense que si on n'a pas mis nos enfants ils ne savent pas lire en France, les parents vont en prison. Mais là, lui, à un moment, c'est les oiseaux. Il est passionné d'oiseaux et sa maman, elle lui donne un livre. Et là, il lit le livre et il apprend justement à lire en 2 semaines, je crois, parce qu'il y avait la motivation, son cerveau est ouvert à ce moment-là. Et d'essayer de, par la motivation justement et par le lien avec la nature, le beau, très tôt, plutôt que de remplir absolument le cerveau des enfants, et bien là, on a possibilité de faire un changement sur une génération et que c'est vraiment pas neutre la curiosité quand l'enfant il n'a pas l'impression de travailler mais il est passionné. Trouver cette passion-là, pour moi, c'est aussi une des clés qui va permettre que ça soit périn. Et c'est là que ça commence, parce que pour notre génération, c'est presque trop tard. Il faut sortir les enfants de l'école, tu veux dire? Pas forcément ce que je voulais dire. En tout cas, ça m'avait frappé. Moi, je pense qu'il faut une biodiversité de pédagogie, parce qu'il y a d'autres pédagogies. Donc, mais en tout cas, ce portage-là, je me suis dit, bizarrement, ils font d'autres métiers. Mais en tout cas, est-ce que la vie, elle a un plan? C'est la question que tu posais un peu au début. Est-ce que la vie, elle a un plan pour nous ou pas? Ou est-ce que c'est le système qui a un plan pour nous? Et trouver cet équilibre entre les deux et leur laisser ces espaces-là, en tout cas, et voir ce que la vie pourrait faire d'eux et ce qu'ils ont envie de faire avec la vie. Et cette idée de co-création dès le départ, oui. C'est quelque chose, je pense, qui a l'air qui pour moi est fondamental aujourd'hui. Donc, si on a le temps, on ouvrira une petite école aussi à côté et d'essayer de s'inspirer de toutes ces pédagogies alternatives pour essayer de créer le contexte pour que l'enfant se développe et pas absolument lui mettre des trucs dans le crâne. Ce que peut créer la vie pour lui. Et puis un mot que vous disiez tout à l'heure aussi qui est important, l'imaginaire. C'est-à-dire autoriser l'imaginaire de l'enfant à être exhumé et à vivre sa propre vie.
Zineb et ensuite Gaël Oui. pour le mot de Oui, la merci. J'ai envie de dire Allah ya'tik saha. C'est Comment gentil te dire ou pas? ça C'est bon? C'est Non, que Dieu vous c'est- donne la santé. mais c'est pour dire merci pour ces mots parce que, en effet, par rapport aux enfants, pour revenir aux enfants, c'est Einstein qui disait la connaissance et l'expérience, tout le reste n'est qu'information. Et en fait, la connaissance, c'est de mettre la main dans la chose. Et aujourd'hui, en fait, c'est très intéressant de jongler entre l'expérience et l'information. L'information est très importante. Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information. Moi, quand j'étais toute petite, il fallait faire les bibliothèques du monde entier pour écrire une thèse. Aujourd'hui, on a accès absolument à tout. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on a accès à beaucoup d'informations. Mais le changement qu'il y a, c'est qu'en fait, on est trop dans le virtuel. Donc, il y a beaucoup d'informations et pas assez d'expérience. Et il faut revenir à ça. Il faut revenir à ce sens aussi de revenir à cette créativité qui est en nous. Elle est en nous, la créativité, mais on ne la laisse pas s'exprimer. On ne la laisse pas s'exprimer parce qu'on a déjà une information et elle est hop, et on va vers une autre information et on va vers une autre information. Et en fait, in fine, on n'aboutit à rien du tout. C'est juste, ça reste du virtuel. Et on peut faire des discours et débattre encore et encore, mais on n'a pas ressenti les choses. On ne sait pas ce que ressentent les arbres. On n'a pas besoin de machines pour savoir si un arbre a besoin d'eau. Si on prend la peine de ressentir cette nature et si on s'entraîne, on se rééduque à ressentir la vie dans la nature, eh bien, juste en passant près d'un arbre, il vous dit « Eh oh, j'ai très très soif. Vraiment, je souffre là. Vraiment, là, ça ne va pas. Eh oh, on m'a fait beaucoup de mal. On m'a arraché ceci. C'est-à-dire, mais ça, ce n'est pas des histoires... C'est l'expérience. C'est par l'expérience qu'on vit ça. Donc, nous avons besoin et les enfants, pour revenir un peu à l'éducation aujourd'hui, excusez-moi, par rapport aux tablettes, par rapport au téléphone, par rapport aux liens qu'on est en train de casser encore plus et d'approfondir encore plus ce fossé entre tout le reste de la nature et nous-mêmes. Il faudrait revivre ce lien, il faudrait remettre en place ce lien avec la nature et de se mettre pieds nus pour ressentir ce que c'est que d'être pieds nus au niveau sur un sol, sur la terre. Et voilà, donc c'est juste revenir à l'essentiel des choses. Et juste pour compléter sur l'image de l'écran, quand on prend la racine du mot écran, faire écran, c'est ce qui cache la réalité. Donc en fait, on est tous vers des écrans, en fait, on se coupe de ça. Et je pense on a besoin des écrans, mais il y a vraiment, là j'ai lisé une étude qui disait, je crois que le taux d'attention du jeune, c'est 9 secondes et le poisson rouge, c'est 8. Donc il y a un moment, il y a vraiment urgence d'utiliser de manière sage en fait toutes ces technologies, mais si la conscience qu'utilise l'outil ne grandit pas, l'outil se retourne toujours contre l'utilisateur. Et aujourd'hui, on est un peu dans cette situation. Donc c'est cette modération dans tellement de choses qui est vraiment en tout cas un mot-clé pour moi. Gaël. Excusez-moi, j'ai complété. Oui, tu as coupé mon intervention à nouveau, alors que j'ai tant de choses à dire. Non, mais c'est vrai que voilà, l'expérience, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on... Pas que ici, mais voilà, en effet, on parle beaucoup. Et c'est vrai qu'on s'est coupé de l'expérience. C'est vrai que tu disais la connaissance et l'expérience, mais c'est aussi l'expérience qui est la connaissance, évidemment. Et en fait, je pensais encore une fois à ce satané papa. Mon père m'a toujours un peu engueulé parce que je savais pas faire. Lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment allé à l'école, mais il a toujours fait les trucs. Il sait tout faire de ses mains. Comme dirait Pierre Rabhi, c'est l'intelligence des mains. Et c'est beau de voir un homme comme ça. Alors après, lui, son problème, c'est la transmission. Mais moi, je l'envie. Je l'envie parce que demain, ça s'écroule. Ben, je miserai sur lui, quoi. J'irai un peu vers le père, quoi. Et c'est vrai que même moi, je me dis, je vois déjà l'énorme différence que j'ai avec lui.
Parce que le monde n'est pas le même, l'époque n'est pas la même, et souvent j'ai envie de m'extraire, j'ai envie de faire des petites retraites, parce que ça me fait peur aussi. C'est vrai que c'est effrayant ce qui se passe quand même aujourd'hui. Alors il ne faut pas tomber là-dedans, parce que sinon on ne fait plus rien, mais c'est une vraie réalité. Donc en effet, se raccrocher à des arbres, à des gens qui ont de l'expérience, à cette connaissance-là, c'est essentiel, vraiment. Et le faire en chantant. Aussi, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est bien de le faire en chantant, parce que les arbres, évidemment, ressentent ça. J'ai vu, il y a des plantes, on leur joue du hard rock metal, elles viennent pas, moi, on tu leur verrais joue mon du jardin, truc, c'est tout à la folie, fait. hein. Et j'ai même vu que les oiseaux, en fait, le chant des oiseaux fait pousser plus vite les plantes. J'avais un ami qui mettait Mais bien sûr. de la musique de chant d'oiseaux et il me disait que ça poussait plus vite. Donc j'ai pas vérifié, mais intuitivement, ça fait du sens. Mais déjà, par rapport au chant des oiseaux, il suffit, c'est vraiment par expérience, sur des sols absolument nus, qu'on a reboisés, il a suffi de mettre, et les arbres, je reviens à l'arbre, il a suffi de planter quelques arbres et les oiseaux reviennent. Et quand les oiseaux reviennent, c'est un bon signe. Et plus quand il y a la diversité des oiseaux sur un site, nous sommes très contents parce que c'est les meilleurs indicateurs de l'équilibre. Et voilà. Et quand ils disparaissent, c'est bon signe ou pas? Quand ils disparaissent, c'est qu'il n'y a plus d'arbres. Nous pleurons. Alors, on va vous donner la parole pour poursuivre l'échange pendant une petite quinzaine de minutes. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il y a un micro. Ah, merci. Monsieur là-bas. Bonjour. Allô? Bonjour, je m'appelle Mehdi Ben Abdel Jalil. Depuis quelques années, je suis très intéressé sur les problématiques de soutien et développement de zones montagneuses et rurales. Et forcément, avec une grosse appétence pour tout ce dont vous parlez depuis tout à l'heure. Moi, j'ai une question assez précise, parce que pleinement convaincu et enchanté de voir autant d'illuminés ou de fous autour de cette sagesse. Mais la question que je me pose, c'est aujourd'hui, quel est le lien, ou est-ce qu'il y a un lien entre les actions des colibris et le volet législatif pour pouvoir faire poids contre des lobbies qui sont un peu trop présents et qui sont un peu trop copains avec ceux qui nous dirigent? Est-ce que l'énergie et le lien que vous êtes en train de démultiplier entre pays peut permettre à ceux qui sont sur le terrain et qui poussent avec beaucoup d'amour et de courage ces graines-là? Est-ce qu'on a un espoir de voir certains projets de loi venir et protéger les terres de nos enfants, de nos petits-enfants, contre ce qu'on voit? Je parle d'un exemple particulier. Il y a 2 ans, j'ai fait un tour dans une très belle province au Maroc, qui s'appelle la province d'Azélal, et une vallée qui s'appelle la Vallée Heureuse, que je découvrais pour la première fois, les Heizbougmez. Et j'ai été profondément choqué de voir monoculture pommes sur plusieurs hectares, insecticides, pesticides, et juste au bout de 2-3 ans, aujourd'hui, ce qui est considéré comme le château d'eau du Maroc est en partie ébréché. Et ça se fait par des ministères, par des pouvoirs publics, par un certain nombre d'instances qui sont censées nous protéger. Bon, ça, c'est l'utopie. Mais aujourd'hui, c'est l'union qui fait la force. Est-ce que Colibri, ici, ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent mettre de l'eau dans ces incendies, est-ce qu'on est en mesure de pouvoir poser des lois, puisqu'on a cette possibilité ici au Maroc enfin, mais est-ce qu'il y a déjà un moyen de pression qui peut être fait et qui est fait? La question, elle est à ce niveau-là. Quel est le rôle que vous jouez ou que vous allez jouer à ce niveau-là? Merci. Désolé pour avoir été long. Merci. Pour le Maroc, après, je pourrais un peu plus répondre, mais en tout cas, moi, ce que j'ai l'impression par rapport au sang, c'est parce que justement, on fait, on expérimente, on montre que ça fonctionne, on crée justement par des films, des chansons et en partageant nos témoignages qu'on peut faire autrement et on crée ce nouvel imaginaire
à la fois sur les problèmes c'est ça et la solution ça pourrait être ça et essayer de reconnecter l'humain à ça. Et je pense que tous les humains, quand ils prennent le temps de se poser, de regarder le monde qui est en train d'être détruit, soit ils remettent la tête dans le sable, ou soit ils ont envie d'agir, mais il faut leur donner un peu des occasions de le faire. Donc pour moi, j'ai l'impression que d'abord, il va falloir qu'on expérimente beaucoup de choses, qu'on fasse vraiment le deuil et qu'on regarde en face la réalité. Et une fois que cette conscience-là grandit, pour moi, les institutions, elles changent aussi. En fait. Pour moi, les institutions, les lois, elles sont le fruit d'un niveau de conscience. Et si le niveau de conscience, il bouge, les lois aussi, elles bougent. Et on le voit avec la jeunesse en Belgique, par exemple, où là, les jeunes, ils ont dit bah non, ils ont commencé à comprendre les choses. Et là, ils agissent dans la matière pour dire non, on veut des lois, on va aller à l'ONU, on ira même en bateau. Là, j'ai vu, ils sont même super cohérents. Et donc, je pense que c'est ça qui est en train d'arriver. Est-ce que ça va être assez vite ou pas? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça peut aller très vite, puisqu'il y a une destruction qui est exponentielle. Mais il y a une prise de conscience qui l'est également. Moi, en 10 ans, sur tous ces sujets-là, au début, j'ai dû aller un peu partout. Je trouvais des petits bouts de solutions. Et quand après, j'ai pu travailler avec Frédéric Lopez sur des émissions, justement sur toutes les initiatives positives, c'était chaque jour. Et on s'est dit, est-ce qu'on va trouver assez d'initiatives? On s'est rendu compte que oui, parce qu'il y a tellement de gens qui font, mais ils sont tellement occupés à faire qu'ils oublient de communiquer sur ce qu'ils font. Et si on prend le temps de communiquer, de relier tout ce qui est fait, plus de mettre la pression, c'est sûr que pour moi, c'est pas soit, ça c'est l'ancienne version. La pensée complexe et la physique quantique, elle nous dit c'est et. Donc c'est et faire sa part, et changer les lois, et se transformer, et qu'on a un peu tendance à opposer, mais je pense que c'est tout ça qui crée cette nouvelle culture, le nouveau récit. Donc c'est en tout cas, chacun est là où il est le mieux. Il y en a un c'est pour faire des films, d'autres c'est pour planter, d'autres c'est pour communiquer, et c'est ça qui est en cours. Mais c'est sûr que là il faut, non seulement, moi j'ai pas eu le temps de revenir sur le avant de la forêt, mais s'il y a le feu, c'est pourquoi on a déboisé, est-ce qu'il y a eu des pyromanes, à un moment est-ce que ceux qui déboisaient, il y a de la corruption, enfin il y a des choses à reprendre en amont. Et je pense que c'est un peu tout ça qu'il faut faire. Mais l'idée, en effet, c'est de changer les lois. Mais pour moi, encore une fois, c'est le niveau de conscience qui va faire que des choses ne peuvent plus être. On a aboli l'esclavage parce que ça n'avait plus aucun sens. Le féminisme, c'est la même chose. Il y a un moment, la société, elle se dit, bah non, là, on peut plus. Et maintenant, c'est la terre-mère. Peut-être que la prochaine bataille, c'est les droits de la terre-mère. Et c'est ce qui est déjà en cours. On a des amis, nous, qui travaillent sur l'écocide. Donc je pense qu'on y va. Mais il faut juste grandir en conscience. Donc ça, c'est le travail de chacun. Et j'ai l'impression que l'effet papillon, c'est plus moi je me transforme, plus j'envoie l'information dans le cloud, que ça, c'est une posture qui est un peu juste, plus les gens captent. Et puis à un moment, on change et l'espèce, elle évolue. Donc moi, j'invite et j'espère à cette métamorphose où toutes les petites cellules, elles dysfonctionnent parce que chacun travaille dans son coin. Et puis il y a un moment, on réalise qu'on est un organisme vivant, qu'on ne peut pas travailler dans son coin. On est là pour prendre soin de l'organisme. Et parce qu'on prend soin de l'organisme, il y a un moment, il redevient sain à nouveau et tout change en fait. Et que là, on est dans cette période-là. Il y a un peu de suspense, mais on a bien fait d'être là en ce moment parce qu'il va se passer des trucs. Mais c'est là que ça se joue en fait. Donc plus on fait notre part, plus on communique sur ce qu'on fait, plus on le fait détacher des résultats comme le colibri, plus je pense qu'on aura des bonnes surprises. Et puis après, Inch'Allah, hein, comme vous dites un peu ici. Absolument. Toujours dans le même sens. Ça me rappelle, j'avais participé à une émission radio il y a 2 semaines. Et puis un journaliste qui me dit, mais écoutez, vous autres, vous ne confrontez pas. Vous n'êtes pas dans la confrontation. Vous êtes, vous êtes dans votre monde, mais vous n'affrontez pas assez les autres pour taper sur la table, etc. Et j'ai répondu que nous sommes dans une confrontation, mais c'est juste qu'elle est douce. Et en fait, je sous-entendais aussi une confrontation silencieuse. Vous savez, la confrontation silencieuse, c'est une grande force. Le silence est une très, très grande force. Vous savez, vous pouvez parler, envoyer des messages sans même ouvrir la bouche, juste au niveau énergétique. La confrontation est silencieuse dans le sens où il y a quand même une conscience qui s'éveille, ici et là, et qu'il y a des hommes et des femmes qui font des choses. Et donc, ça commence par nous-mêmes. Si je vois par rapport juste avec ma petite équipe de 5 personnes, on a pu reboiser donc avec d'autres personnes. Donc, mon rêve était de reboiser, un peu comme l'histoire de l'homme qui plantait des arbres. C'était un rêve d'enfance. Et à chaque fois, j'ai enseigné quand même à des ingénieurs forestiers. Et à chaque fois, je ne suis pas contente. Il y a quelque chose qui ne va pas. Trop de monoculture, Et voilà que la chance m'est venue. Et en fait, ce n'est pas une chance, c'est juste moi qui l'ai mis en place sans me rendre compte au niveau énergétique, parce que je me suis posée, parce que j'ai commencé par moi-même, parce qu'il y a des choses
à l'intérieur que j'ai travaillé, je me suis recentrée et entre 3 et 4 ans à peu près, on a reboisé plus de 4000 arbres. On a placé plus de 4000 arbres. On ne le dit pas, hein, personne ne le sait. Si les amis, les gens qui viennent se former au jardin le savent, etc. Oui, on a pu reboiser. Nous sommes 5, une petite équipe de 5 personnes. On a pu placer plus de 4000 arbres. C'est énorme. Alors si moi je plante plus de 4000 arbres, 3-4 ans, maintenant Hanan peut faire la même chose, Marc peut faire la même chose, Gaël peut faire la même chose. Tous, on peut tous faire la même chose. Parce que l'impossible n'existe pas. Dès lors que, mais c'est ça qui est magnifique, dès lors que tout le monde fait de son mieux, c'est Mehdi. Je le dis, je le répète, tout le monde fait de son mieux. Même ceux qui sont en train de détruire, ils croient que c'est très bon pour la planète. Les scientifiques disent qu'il n'y a qu'eux qui savent. Les agronomes disent qu'il n'y a qu'eux qui savent. Les institutions, les législateurs, ils disent que c'est qu'eux qui savent. Non, nous savons tous, les uns et les autres. Mais à nous d'agir. À nous d'agir. Et donc, si déjà, à mon niveau, j'arrive à faire des choses, j'arrive à semer, j'arrive à essaimer, j'arrive à partager. Moi alhamdoulilah, il n'y a personne qui m'a arrêté pour me dire ne reboise pas, ne plante pas. Personne ne m'a jamais arrêté dans cette action. Donc on peut, pourvu que tu la fasses bien, comme on dit, traduction littérale du dialecte, pourvu que tu la fasses bien. Mais l'impossible n'existe pas. On peut. Donc ça commence par nous-mêmes, comme tu disais Marc, c'est d'abord par soi-même. Et c'est comme ça qu'on va pousser, justement, c'est le consomme-acteur, parce que celui qui consomme également, il y a les gens qui produisent, mais il y a aussi les gens qui consomment. Le consommateur, il doit changer aussi sa façon de faire les choses. C'est pour ça que c'est à notre niveau que ça se passe. Et c'est comme ça qu'on arrivera à changer les choses, et pas autrement. Moi, je ne me vois pas en train de faire la guerre, alors que tout ce que je fais, s'inscrit complètement dans l'amour et dans la paix et dans la joie. Est-ce que je vais faire la guerre aux autres? Non. Mais par contre, je peux inspirer. Ça, je sais qu'on peut inspirer par ce qui ressort de l'intérieur. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Merci. Je suis le professeur Karouk, climatologue à l'Université de Casablanca. Et je viens en retard, tant pis pour moi, mais c'est dommage aussi. Je devais normalement être avec vous pour participer à ce débat. Et ce n'est pas une question que je souhaiterais poser, mais c'est un complément, tout simplement. En tant que climatologue, il y a une chose de laquelle on ne se rend pas compte, hein, c'est que nous vivons dans un nouveau climat. C'est comme ça que je l'appelle, hein, et dans le sens scientifique du terme. Et ce nouveau climat est dû principalement à l'augmentation de conséquences, l'augmentation de température, mais surtout, on ne se rend pas compte, à une perturbation du cycle de l'eau. Et c'est là où est le gros problème. Hein. Parce que le cycle de l'eau, il est intimement à la température. De sorte que aujourd'hui, nous vivons un cycle que nous ne savons pas gérer, que nous ne comprenons pas. Et on a l'impression d'être en difficulté. Certes, on est en difficulté, mais surtout, on se dit que ce n'est pas normal, c'est exceptionnel, et donc, pour le politique surtout, hein, ce n'est pas de notre responsabilité, on n'est pas rien. Hein, c'est le grand Dieu qui gère les choses, et ainsi soit-il. Or, la question est une question de culture, est une question d'infrastructure. Vous savez, c'est que depuis la révolution industrielle, nous avons appris à transformer le sol, à transformer l'infrastructure. Mais tout ceci a été fait en référence au climat régnant dans le temps, au type de température pour bâtir les maisons, à la circulation de l'eau pour faire les réseaux d'assainissement, etc., etc. Mais aujourd'hui, toutes ces infrastructures, tous ces systèmes ne peuvent plus assumer leur mission puisque la référence a changé. Puisque, par exemple, au niveau de Casablanca, comme à Paris, comme à Londres, comme à Washington, toute l'infrastructure sanitaire, si vous voulez, a été faite sur
une référence pluviale, n'est-ce pas, de laquelle on a répondu à cette infrastructure. Or, aujourd'hui, cette référence a changé. Par exemple, les inondations de 2010 à Casablanca, de 170 mm en une seule nuit, cette infrastructure n'a pas à la supporter. Ça se passe de la même manière partout dans le monde. Et donc, au lieu de laisser la gestion à la nature et de se leurrer, il faudrait comprendre réellement ce qui se passe et mettre les bons outils et les bonnes idées pour la gestion. Et ça, le politique ignore ou refuse de le comprendre. Pour lui, on est en train de lui parler de l'impossible, n'est-ce pas? Et de cette manière, donc, nous avons toute la difficulté liée à ce cycle de l'eau, l'agriculture, la santé, les inondations, la sécheresse, etc., etc., et sans entrer en détail. Aujourd'hui, si nous ne prenons pas en considération, si nous ne formons pas nos enfants à l'école, au lycée, à l'université, dans toutes les disciplines, il faut absolument que les gens comprennent que nous vivons dans un nouveau système, un nouveau régime, et de ce fait, la culture que nous avons apprise depuis plusieurs générations, il faut la revoir, hein. Il faut la réadapter, il faut la réhabiliter pour que les choses, pour minimiser les dégâts et pour profiter de ce qui est bien dans l'évolution récente. Tout à l'heure, notre monsieur a posé une question très compliquée, et réellement c'est très compliqué. Quand on voit la monoculture, Zeno aussi a parlé de ça, quand on voit ce que fait l'argent sur Terre, ce que fait le pouvoir de l'argent sur Terre, et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens à qui on a légué ou délégué le pouvoir de gérer nos biens en faisant les élections, je parle des politiques, et ce sont eux qui s'occupent de nous, ou alors ce sont les gens qui ont le pouvoir financier qui s'occupent de tout, y compris du politique. Et donc il faudrait revoir ce qu'on est en train de faire. C'est une question de conception, c'est une question de, je ne dis pas d'idéologie, mais d'une autre chose. Si ce n'est pas le politique qui gère nos biens, pourquoi les élections? Pourquoi on donne nos voix au politique qui n'est pas capable de gérer nos biens, qui n'est pas capable de protéger nos biens? Et ce n'est pas la question des lois qui existent ou qui n'existent pas. C'est un pouvoir politique. Et ce que fait Macron aujourd'hui, ce peut que plusieurs personnes ne sont pas d'accord avec lui, mais moi je le salue. C'est un homme courageux. Parce que les décisions qu'il est en train de prendre, il est en train de prendre des décisions pour les générations futures. Cette génération, ce n'est pas elle qui va voter pour le prochain mandat. Et avec tout le respect que je dois aux gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais c'est une décision très courageuse, très très courageuse. Il faudrait que les autres personnes à travers le monde, les autres présidents, les autres pouvoirs aient cette possibilité et ce courage politique de travailler avec les gens de l'argent, les entrepreneurs, pour protéger notre bien-être et celui de nos enfants. Sinon, c'est impossible, il ne faut pas se leurrer. Hein. Merci. Je vous remercie. Merci, monsieur. On risque de se lancer dans un tout autre débat si on ouvre ce territoire, mais merci pour votre témoignage. Il va être l'heure de conclure. Est-ce que vous souhaitez ajouter un petit mot de la fin, chacun, pour terminer et nous quitter ? Oui, il faut que je réfléchisse. Attention, c'est une responsabilité. C'est la dernière parole. En tout cas, pour moi, pour revenir un peu là-dessus, moi je pense que ce qui est important, c'est s'il faudra changer les lois, enfin il y a plein de choses qu'on a pu aborder, mais ce que j'ai l'impression, c'est que si on dit que le sujet de la quête de sens, c'est revenir d'abord à soi et de se dire comment moi, de mon espace, là où je suis, je peux contribuer au changement. Il y a une forme de discipline, même si je n'aime pas vraiment ce mot-là, mais de se dire, bon, à partir du moment où je me mets en route, où je questionne, où je veux un peu déconditionner un certain nombre de choses, de pouvoir se dire chaque jour, en fait, avec quoi je nourris mon esprit. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais rentrer dans ma tête? Est-ce que je commence le matin en regardant la vie des autres qu'ils ont falsifié un peu sur les réseaux sociaux en exagérant? Est-ce que c'est avec ça que je commence ma journée, avec la vie des autres qui n'est même pas vraiment la vraie vie? Est-ce que je mets des films violents? Est-ce que je regarde des informations violentes? Je pense que ce avec quoi je nourris mon esprit, c'est extrêmement important parce que ça va déterminer après toutes nos actions. Tout ce qu'on fait vient de ce qu'on pense. Donc je pense que de prendre le temps, de vider son esprit, mais de ne pas de le remplir avec des choses trop extérieures qui viennent coloniser notre imaginaire. Ça, c'est une première chose qui est importante. La deuxième, c'est avec quoi je nourris mon corps. Donc l'agriculture, c'est pas neutre. Moi, je vois depuis que je produis même une partie de ma nourriture, énergétiquement, on ne sent pas la même chose que quand on a de la nourriture industrielle très grasse. Enfin, il y a plein de choses qui affectent même jusqu'au fonctionnement des neurones.
Donc avec quoi je nourris mon corps et surtout avec quoi je nourris mon âme, c'est-à-dire avec quel type de pratique, est-ce que j'ai une pratique, que ce soit de la méditation, du yoga, enfin peu importe, la prière, mais de nourrir ces 3 aspects en fait qui vont déterminer après tout mon rapport au monde, qui vont déterminer comment est-ce que je me positionne dans le monde. Et c'est une fois que j'ai l'impression qu'on prend ce temps de muscler un peu ces 3 choses-là qu'on est inspiré, qu'on a un peu moins peur et que du coup on pose dans le monde une action qui est féconde. Et je pense que c'est déjà à cet endroit-là, si de plus en plus d'humains commencent à faire ça, on a une chance que ça bascule de plus en plus vite. Donc moi en tout cas ce serait ça ce que je trouve aujourd'hui le plus important à faire. Tout à fait d'accord. Zineb, un petit mot de la fin aussi rapidement. Oui, et alors puis, moi je reprends donc voilà. C'est possible, il n'y a pas de royalties. Tout ce qu'a dit Marc. Et je voudrais rajouter aussi que nous avons tous une mission de vie. Et il faut la trouver, cette mission de vie. Mais cette mission, elle nous sert, nous en tant que personnes, elle sert toutes les personnes qui nous entourent et elle sert tout le reste de l'humanité et de la Terre, bien sûr. Quand on dit sauvons la planète, en fait, c'est sauvons l'humanité, parce que la planète, elle se continue avec nous ou sans nous. C'est sauvons l'humanité, donc c'est par rapport à nous. Et donc, c'est la relation à l'autre, c'est de rétablir le lien déjà entre nous humains, mais l'humain avec la nature, et revenir à cette nature et ressentir cette nature. Et nos enfants doivent sortir dans la nature et ressentir cette terre pour réalimenter et se réapproprier en fait ce lien, cette relation au grand tout. Voilà. Gaël. Oui, puis non, je suis complètement d'accord évidemment avec ce qui est dit. Alors c'est presque chiant, on est tous d'accord, mais moi j'ai l'impression que c'est vrai qu'on plus les jours avancent, plus on a un fardeau sur les épaules, plus on porte ce monde. Je pense qu'il faut aussi arriver à se déculpabiliser un petit peu des choses chacun, parce que sinon on ne peut pas avancer avec tout ce poids-là. C'est vrai que moi il y a quelque temps j'ai découvert tu parlais voilà de nourriture aussi de l'âme, j'ai découvert la respiration et j'ai l'impression qu'avant avant toute chose, il faut, tu parlais aussi d'ouïe, d'écouter, etc. Il faut prendre ce temps, en fait. Il faut véritablement arriver à se faire confiance et respirer un petit peu, parce que de toute façon, ça va toujours marcher, ça va toujours rouler, tout ça. On ne sait pas jusqu'où, mais je ne sais pas, c'est très grand pour nous, en fait, tout ça, tout ce truc-là. C'est délicat d'oser dire, voilà, je suis quelqu'un, je vais arriver à changer quelque chose, mais voilà, en tout cas, se nourrir, comme tu dis, non, mais je n'ai pas autre chose à dire, je trouve que c'est très bien ce que tu as dit, Marc. Nourrir son âme, nourrir le matin quand tu te lèves, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu as envie de regarder, en effet, comment tu as envie de te sentir, et puis être honnête aussi avec soi, du coup avec les autres, mais ça c'est très difficile, déjà, parce qu'on est tout le temps sollicité à droite à gauche par d'autres choses, et voilà, et s'écouter, se faire confiance, et puis quand on a des rêves, pour ne pas paraphraser Jean-Jacques Goldman, voilà, enfin vraiment y aller, quoi. Aller un petit peu au bout de ses rêves, de ses convictions, et se dire qu'on est quelqu'un d'important aussi, et sans se donner trop d'importance en effet, mais voilà, y croire et croire en ces bonnes choses qui feront que, sans doute, il se passera quelque chose. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à la question du climat, mais c'est juste parce que quand j'entends là on a fait, puis c'est pas bon, et puis il y a l'eau, etc., ça me... à l'intérieur, quelque chose qui bouge, qui me dit, mais non, il y a moyen de faire. Nous pouvons, la bonne nouvelle, c'est que par rapport à l'eau, effectivement, qui régule les climats, qui régule, déjà pour récupérer les eaux pluviales, en reboisant, déjà, on peut récupérer les eaux pluviales et réalimenter ces nappes. Mais également, nous pouvons créer des espaces d'eau. On peut, des zones humides. Il y a des zones humides qui sont naturelles, mais nous pouvons aussi mettre en place des petites zones humides, ne serait-ce qu'un espace, un jardin, ne serait-ce que mettre une bassine et qu'il y ait de l'eau dedans. Déjà, vous changez quelque chose. Il y a quelque chose qui se change au niveau microclimatique. Donc, nous pouvons à notre niveau. C'est juste se dire l'impossible n'existe pas, et puis se dire aussi que le changement est la seule chose qui ne change pas. Le changement est la seule constante. Donc c'est normal, le changement existe, mais aller vers l'harmonie est tout à fait possible, n'est-ce pas? Toi, t'en penses quoi alors, du coup, toi, par exemple, toi?
Moi, qu'est-ce que j'en pense? Toi, tu ferais quoi? Bah, c'est difficile, j'ai absorbé tellement de jolis mots, de jolies choses. Là, mon âme est nourrie pour un bon petit moment. Je vous remercie infiniment pour tous ces témoignages et puis je vous remercie pour votre grande humilité parce que je crois que dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a cette conscience qu'on est à la fois rien, on est petit dans cette immensité qui nous enveloppe et en même temps on est super puissant. Puisque quand on trouve le sens, et c'est ce qui émane en tous les cas de vous, vous êtes un peu éloigné, moi je suis à côté d'eux et je peux vous dire que les vibrations qu'ils envoient, c'est quelque chose. Quand on est justement, quand on a trouvé peut-être ce sens, eh ben, on arrive à prendre conscience de sa puissance tout en restant humble. Et je vous remercie donc pour ces témoignages pleins d'humilité et plein de sens. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis bonne journée. N'oubliez pas, ça continue. Allez voir les stands. Il y a des choses absolument formidables qui se passent là-bas. Emmenez les enfants pour voir les stands. Et puis n'oubliez pas le concert aussi de ce soir, puisqu'il faut bien chanter, Gaël. Oui, et puis il ne faut pas oublier son enfant perso, là. Son enfant à soi. Hein. Emmenez votre enfant. Voilà. Le vôtre.